Bonjour à Et toutes et bonsoir. à tous. Salut Alexandre, comment ça va? Bien et toi? Bah, écoute, ça va super. Salut à toutes et à tous. On est très content de vous retrouver. Il est 17h, on est toujours le 31 août 2017 et c'est le troisième live de la journée. Ouais, au moins, ouais. Je crois que c'est un petit peu le craquage là quand même. Avec nous, c'est 3 fois par jour, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, Bam. mais... Voilà, 7h du matin, midi, 17h. Voilà, c'est surtout le 7h du matin. Ah, c'était violent. C'était un peu violent, tu vois. C'était un peu violent, ouais. Euh, Non, c'est ouf, c'est le troisième live de la journée, puisque aujourd'hui la journée a été quand même assez chargée. Ce matin, donc on a commenté ensemble sur Acropolis le discours du Premier ministre Édouard Philippe devant les ambassadeurs de France en direct de Station F Tout à fait. à Paris, le grand incubateur de start-up. On a parlé de rayonnement économique de la France dans le monde, tout ça, tout ça, tout ça. À midi, on a commenté La loi travail, les ordonnances. le contenu des ordonnances qui a été dévoilé par le gouvernement, également le Premier ministre et la ministre du Travail Muriel Pénicaud. Et ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Ce soir, on va écouter Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de son État, qui va Affirmatif. donc faire un discours auprès des ambassadeurs. Si tu me corriges, mais il me semble que c'est ça. Dans le cadre de la semaine des ambassadeurs, car c'est un petit peu le fil rouge de cette semaine. Oh, quand même, c'est joli, c'est le fil rouge éditorial de cette semaine. Exactement, Sur Acropolis. même si on a remis un petit peu de contexte national ce midi, Ouais. parce que c'était important, et Parce parce que vous que- le vouliez. Et parce que vous le valez bien. Non, mais voilà, en gros, la semaine des ambassadeurs, on le répète encore une fois, tous les ambassadeurs de France rappliquent à Paris pour participer à des conférences, des rencontres, des trucs et des machins, et aussi venir prendre leurs ordres, entre guillemets, auprès des patrons. Et les Exactement. patrons, qui sont-ils? Emmanuel Macron, le premier, qui a fait un discours mardi matin devant les ambassadeurs. Édouard Philippe ce matin. Mhm. Et ce soir, Jean-Yves Le Drian, le patron du Quai d'Orsay, du quai comme on dit dans le jargon. Sachant que, voilà, on voit encore une fois un petit peu un ordre protocolaire, parce que celui qui dirige la diplomatie française, ça reste le président de la République. C'est comme dans... Ouais. C'est toujours la même logique de la 5ème République, qui fait du président comment dire, le personnage centralisateur en fait dans les institutions. Ouais, complètement. Il est le chef des armées, il est aussi le chef de la diplomatie. Et enfin, Jean-Yves Le Drian aussi, le chef de la diplomatie, mais c'est lui qui donne le cap de la politique étrangère, et le ministre des Affaires étrangères est là pour l'appliquer, pour voir comment on fait, et puis pour gérer les affaires courantes des affaires étrangères. Effectivement, Jean-Yves Le Drian, tu le fais remarquer, grand froid, dans son discours. Il a déjà fait un discours dans les ambassadeurs rapidement. Il a cité Acropolis. Il a cité Acropolis. Il a dit, je sais plus, une phrase à la con dans son discours du genre Acropolis. Et il a parlé d'Hugo aussi, Hugo et Acropolis. Ouais. Ces jeunes youtubeurs il a dit quoi? Qui connus pour la finesse de leurs analyses. Moi je savais pas. Mais, Non, moi non plus. merci Jean-Yves. J'apprends un truc. Hein. Merci Jean-Yves, c'est sympa. Jean-Yves Le Drian, je le rappelle, par ailleurs président du conseil régional de Bretagne. Il l'était. Bah, il est plus. Il l'a quitté, ouais. Il a quitté. Bah oui, il a été obligé pour non-cumul des mandats. Enfin, vous me Ah corrigez, oui, c'est mais... vrai. Non, mais oui, c'est vrai, c'est ça. En fait, il était ministre de la Défense sous François Hollande et président, Et président de la région régional. Bretagne. Et quand Macron est arrivé, il a imposé à Jean-Yves Le Drian ce que Jean-Yves Le Drian ne voulait pas, c'est-à-dire quitter son siège de président du conseil régional de Bretagne. Et c'est pas plus mal. Parce que c'est pas que le cumul des mandats, c'est un petit peu fatigant. Et en plus, là, on parle de la Bretagne. Alors, je suis désolé, mais Jean-Yves, il était peut-être temps. Il était peut-être temps, Hein, voilà, et ben il est temps, et donc maintenant Jean-Yves Le Drian se retrouve donc à la tête du Quai d'Orsay, la diplomatie française, poste ô combien prestigieux, mais ô combien exposé également dans Oui. un monde en transformation, n'est-ce pas? Incroyable. Qu'est-ce qu'il a dit ce matin, Édouard Philippe? Il a dit nous vivons un moment machiavélien Oui, de ah notre oui. histoire. J'aime bien ces phrases qui coûtent pas cher à sortir, mais... Ah non, la c'est- démonstration était pas dégueulasse. Oui, mais un moment machiavélin... Ah, j'y arrive pas. Voilà. Il commence à être fatigué. Ce que je veux dire par là, c'est que la diplomatie, enfin, à tous les moments, enfin, c'est du calcul, quoi. Enfin, après, tu peux te parler de toutes les bonnes intentions que tu veux, mais ça reste du calcul. Donc, Ouais, absolument. Mais non, c'était intéressant. Mais en gros, l'idée, mais on va le rappeler avec Alexandre, mais c'est que la France dans le monde a une voix qui porte particulièrement, eu égard à la taille de la France, eu égard à son exposition, etc., machin, à son poids. La France siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. D'ailleurs, la France a un poids dans le monde qui pèse un peu trop lourd selon un certain nombre de détracteurs. Qui aimerait bien redistribuer un petit peu les cartes, parce qu'il faut quand même reconnaître que la grande partie des cartes ont été distribuées à l'époque de la post-seconde guerre mondiale et de la guerre froide, quoi. C'est Oui. un peu comme ça que ça s'est organisé.
Et dans le monde du début du 21e siècle, bah voilà, il y a d'autres acteurs qui pourraient avoir voix au chapitre un peu plus que la France, mais c'est comme ça. Bon, voilà. Vu le poids démographique, économique, enfin non, surtout vu le poids démographique et on va dire politique de la France dans le monde, enfin ça n'a plus rien à voir avec la France qui sortait de la Seconde Guerre mondiale, qui quand bien même avait perdu la guerre, disposait encore d'un empire colonial. Et aujourd'hui, enfin voilà, 30 ans plus tard, elle n'avait plus d'empire colonial, mais elle gardait tout cet héritage de la Seconde Guerre mondiale, à savoir donc un poste au Conseil de sécurité. Mais après, il y a eu des évolutions. Il y a eu des évolutions, il y a eu une tactique diplomatique qui a permis que la France garde quand même, si elle n'est plus forcément une grande puissance, ou en tout cas une puissance mondiale, même si elle l'est, enfin elle a des capacités, voilà. Ne serait-ce que parce qu'elle a la bombe, mais même bombe mis de côté, la France, ça compte militairement. Rappelez-vous, Boko Haram, intervention, c'est la France qui est allée. Ouais, non, c'est le Mali, oui. J'ai dit quoi? T'as dit Boko Haram. Boko Haram, c'est le Nigeria. Oui, c'était au Nigeria. C'était AQMI au Mali. Oui, voilà, c'était AQMI au Mali, Boko Haram. Enfin voilà, au Sahel, en tout cas, la France garde une influence militaire importante. Au Proche-Orient aussi, on a vu que la France était capable, en tout cas, de compter dans le jeu militaire avec ses grands frères, le Royaume-Uni, les États-Unis, etc. Donc voilà, la France n'a pas une voix qui porte nulle part. Économiquement, la France, ça vaut pas que dalle non plus. C'est la puissance économique du monde, c'est quand même pas rien. Territorialement parlant, même s'il n'y a plus d'empire colonial, on n'est plus du tout dans le même contexte. On garde quand même. La France garde une influence dans le Pacifique, dans et justement, etc. C'est-à-dire que après la décolonisation, jusque dans les années 80, en fait, la France, territorialement parlant, n'avait plus de grandes étendues. Et en 1984, vous me corrigez dans le chat, mais je crois que c'est 84, est signé l'accord de Montego Bay, enfin la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui a défini donc les zones économiques exclusives et qui ont fait que donc du coup la France s'est retrouvée grâce à tous ces petits bouts de territoire partout avec la deuxième zone économique exclusive au monde, ce qui a fait qu'en fait la France, en termes de territoire, si on compte l'espace maritime et le terrien, s'est retrouvée en fait une très grande puissance, enfin un très grand pays en termes de surface. Absolument. Et ça, ce sont des relais en fait. C'est des zones à défendre, c'est de la souveraineté, donc ça fait que la France est légitime à être présente partout dans le monde où elle a des îles et donc de l'espace maritime à défendre. Je crois que Sylvain a un truc à nous dire. Qu'est-ce qui... Le représentant syndical du chat nous fait savoir que... Qu'on équilibre les micros. Apparemment nos micros sont pas équilibrés, mais Nardinomouk... Je parle moins fort qu'Alexandre. Oh merde, c'est la première fois ça. Regarde, je monte mon son. Vous nous disiez, hein, vous nous disiez si c'est bon. J'ai monté mon son sur la carte son. Voilà, donc on était en train de parler de la France dans le monde, etc. Je ne peux que vous inviter à re-regarder, si vous ne l'avez pas vu en direct, l'interview que nous avons eu l'occasion de faire avec Hugo de la chaîne Hugo Décrypte, de Éric Danon. Éric Danon du ministère des Affaires étrangères qui, mardi dernier, nous a accordé une interview. Allez la regarder parce qu'il voilà, il explique tout ça avec le langage diplomatique, etc. Mais il fait un petit peu un point de ça veut dire quoi la diplomatie, ça consiste en quoi, etc. Et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une doctrine diplomatique. En parlant de doctrine diplomatique, le président de la République Emmanuel Macron commence à peine son mandat. Il a eu l'occasion de rappeler sa doctrine diplomatique mardi quand il a fait son discours mardi matin devant les c'était mardi ou lundi, je sais plus, devant les ambassadeurs. C'était mardi. Qu'il a rassemblé tous à l'Elysée, ils sont tous à l'Elysée. Non, c'était lundi. Le discours de Macron. Ouais, c'était lundi. C'était comme ça que s'ouvrait la semaine des ambassadeurs. Ouais. Alors il a beaucoup parlé de la mer, par exemple. Donc tu l'as rappelé, la politique de la mer, c'est important. Il y a notamment des enjeux colossaux au pôle Nord, etc. Enfin, il y a des trucs très importants qui se passent dans le domaine maritime. Et il a aussi fait une ode au multilatéralisme. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que Emmanuel Macron peut entendre par là? Alors le multilatéralisme, c'est tout simplement, en fait, dans les relations internationales, on conceptualise les relations entre États selon ce qu'on va appeler un système international. Système international, c'est la façon dont sont régies les relations entre États. Pour vous prendre un exemple très simple mais très marquant, la guerre froide, c'est un monde bipolaire, c'est-à-dire que le système international repose sur la relation entre deux superpuissances, donc les États-Unis et l'URSS. Et le monde s'aligne sur l'un ou l'autre. Voilà, le monde était totalement
polarisé soit par l'un, soit par l'autre. Et en fait, les relations, ce qui se passait dans le monde était plus ou moins régi par ces deux puissances, puisque c'est ces deux puissances qui avaient toujours un mot à dire. Donc c'était le cas en Corée, c'était le cas au Vietnam, c'était le cas au Cambodge, c'était le cas en Afghanistan, etc., etc. Voilà. Vous allez avoir donc ensuite, on a eu un moment où on a appelé ça un petit peu le monde unipolaire, enfin l'unilatéralisme américain. C'était après la guerre froide, où en fait là on s'est dit, il n'y a plus l'URSS, la Russie est un petit peu branlante, donc du coup il n'y a plus que les États-Unis qui imposent un peu leur loi. Voilà, c'est eux qui choisissent, ceux qui décident, et en gros rien ne se fait sans que soit d'accord. C'est un peu ça l'idée. C'était ça. Sauf que maintenant, depuis une dizaine d'années, on va dire même depuis la guerre en Irak, en fait, on se rend compte qu'en fait les États-Unis peuvent pas trop faire le gendarme partout dans le monde, et d'autres acteurs émergent du fait. Ils ne veulent plus aussi. C'est aussi et ils ne veulent plus, oui, aussi, avec l'élection de Donald Trump. Voilà. Mais Donald Trump, effectivement, il y a une tendance. Des Américains plutôt à la tendance d'écouter, on n'est pas là pour faire les flics. Voilà. Sauf que quand il a été élu, au final, il avait dit non, mais on va se retirer les gars, et puis au final, le gars quand même, il intervient assez, quoi. Et mais du coup, avec la mondialisation, on a eu l'émergence de d'autres puissances, donc la Chine, l'Inde, on va avoir le Brésil, l'Afrique du Sud, enfin voilà, plein de puissances qui ont émergé, qui veulent leur part du gâteau, qui veulent, que leur parole soit entendue. Et c'est là où en fait, voilà, dans un monde multipolaire. Dans un monde multipolaire, c'est-à-dire que on va avoir différents acteurs qui veulent régir les crises ensemble. Sauf que, contrairement à la guerre froide, où en fait c'était deux superpuissances qui pouvaient résoudre des crises un peu partout dans le monde, du fait de leur relais d'influence, du fait de leur camp, de leur bloc, là, en fait, on va avoir des résolutions de crises régionales. Par exemple, la Chine, certes, est une grande puissance, une puissance mondiale, mais elle intervient surtout dans une région. La Russie, pareil. Et donc on a les États-Unis qui aussi, par exemple, n'interviennent plus forcément partout. Donc voilà, c'est un monde multipolaire, mais c'est donc le multilatéralisme, c'est tout simplement en fait que les relations internationales se régissent par plusieurs acteurs, non pas deux, non pas un, plusieurs en fait. Notamment dans le cadre d'institutions internationales comme les Nations Unies. Comme les Nations Unies, voilà, exactement. Ce qui se passe aux Nations Unies, c'est du multilatéralisme. Meilleur exemple. Ouais. Et de ce fait, le problème, c'est que aujourd'hui, il y a un problème de gouvernance mondiale, c'est-à-dire que le Conseil de sécurité représente les 5 puissances qui sont sortis victorieuses de la Seconde Guerre mondiale. Ça n'a pas forcément plus de sens aujourd'hui en fait. Notamment le fait qu'on ait 2 Européens au Conseil de sécurité et aucun pays africain par exemple, ou aucun pays. Pourquoi on n'aurait pas l'Inde, pourquoi on n'aurait pas le Brésil, enfin voilà. Dans les membres permanents. Dans les membres permanents, voilà. Parce que les autres, évidemment, ils ont le droit de veto, donc tu me diras, c'est ceux qui sont. C'est eux qui ont un atout considérable dans une instance qui quand même peut décider du sort de résoudre des crises partout dans le monde. Enfin voilà. Donc voilà, ce que c'est le multilatéralisme. C'est pas nouveau, c'est pas la première fois que le monde semble être réglé comme ça, puisqu'on a eu avant 1914, c'était aussi un monde plutôt... il y avait du multilatéralisme en fait. On appelait ça à l'époque le concert des nations, c'est qu'on avait plein de grandes puissances qui en fait essayaient de résoudre les crises internationales, soit par la guerre, etc., soit par, évidemment, en faisant des conférences internationales pour décider de ces choses-là. Ça marchait ou ça marchait pas, mais en tout cas, exactement. Voilà à peu près dans quel état on est, c'est le cas de le dire. Et donc toujours dans cette doctrine française de la diplomatie française, Emmanuel Macron a appelé la diplomatie à ne pas hésiter à faire des alliances de circonstances, à ne pas s'aligner. C'est intéressant parce que c'est aussi ce que nous disait Éric Danon dans l'émission de mardi. La question internationale et notamment de la place de la France dans le monde a été extrêmement centrale pendant l'élection présidentielle de 2017. Traditionnellement, les questions internationales sont globalement relégué au second plan quand il s'agit de faire des élections en France. On parle plutôt des affaires sociales, économiques, sécurité, immigration. Voilà, c'est des sujets qui reviennent globalement dans le débat public en France nationale. Et les questions internationales, c'est un peu toujours secondaire. C'est un truc, c'est vaguement quelques pages dans Le Monde avec 2-3 intellectuels qui se branlent la nouille. Et ben là, en 2017, on a eu quand même des candidats qui ont porté haut la question de la France dans le monde avec des propositions de changements parfois radicaux de la place de la France dans le monde. Je pense notamment à la candidature de Marine Le Pen qui est arrivée au second tour, qui a proposé que la France se renforce sur son territoire national en rediscutant complètement de la question de ses frontières, lui donner un sens différent, réfléchisse à sa sortie d'institutions comme l'Union Européenne, ne s'aligne plus avec personne, soit autonome, en tout, indépendante, etc. Donc c'est un retour d'une souveraineté, enfin d'un souverainisme nationaliste ou pas, mais en tout cas ce qu'on appelle le souverainisme qui revient en force. On a vu également un Emmanuel Macron qui finalement a gagné l'élection
l'élection présidentielle, mais qui lui a proposé une option complètement la France dans la mondialisation, la France dans le monde, la France qui accompagne le changement du monde, la France dans l'Europe, mais l'Europe avec la France, vraiment un truc très la France ouvre ses bras et travaille de concert avec tout le monde. Et on avait également un pôle gauche critique autour de Jean-Luc Mélenchon qui lui aussi proposait de réfléchir complètement à la souveraineté, notamment économique et monétaire et voilà, de la France dans sa relation avec les Nations Unies. Mais même, rappelez-vous, le débat sur l'alliance bolivarienne, Oui. avec voilà, un Jean-Luc Mélenchon qui n'hésite plus à dire que la France, qui critique même une doctrine française trop alignée selon lui avec les États-Unis. Il voulait, c'était ça qui était assez intéressant aussi par rapport à, par exemple, le positionnement de Marine Le Pen, c'est qu'en fait, et même par rapport aux autres, c'est qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon voulait faire un petit peu de la France le porte-étendard des pays en développement et en particulier ceux d'Amérique latine. Pourquoi ? Parce que l'Amérique latine, il y a quand même un fond culturel commun et des relations très anciennes entre l'Europe et l'Amérique latine. Oui, et parce que la gauche, et puisque la gauche bolivarienne est une source d'inspiration pour Jean-Luc Mélenchon et pour une partie de la gauche européenne. Donc ouais. Mais du coup, on a aboutissé sur un positionnement assez, enfin, qui aurait fait de la France, enfin, je sais pas, ça aurait donné, la France qui défendrait une espèce d'altermondialisme au Conseil de sécurité avec tous les pays d'Amérique latine de gauche derrière. Je sais pas quel format ça aurait donné. Entre ce que tu dis dans une campagne présidentielle et ce que tu fais quand tu es en poste, Exactement. on l'a bien vu avec Trump. Enfin voilà, la France, honnêtement, j'y connais beaucoup moins bien que toi dans le domaine, mais j'ai toujours l'impression que la France sait être surprenante en matière internationale. Je veux dire, la France a quand même été foutue 2 ans après le 11 septembre de dire non aux États-Unis pour intervenir en Irak. Donc un espèce de truc où tout le monde s'attendait à ce que l'Europe suive le grand frère américain pour aller faire la loi, etc. Enfin, il y avait un truc. Donc voilà. La France, elle sait s'aligner, elle sait ne pas s'aligner, elle sait faire des accords. Et là, en l'occurrence, Emmanuel Macron, donc désormais président de la République, lundi, il a été très clair. Il a dit, mesdames et messieurs ambassadeurs, la France, elle défend ses intérêts. Ouais. Point barre. Donc il y a un moment, s'il faut s'allier avec les Russes en une semaine pour une région locale dans un truc, aucun problème, on le fera. Si c'est avec les États-Unis le lendemain sur un autre sujet, on le fera. N'hésitons pas à jouer notre carte. Voilà, il y a pas de la France est alignée avec personne vraiment. Enfin. Et rien que le Make Our Planet Great Again, c'était déjà un petit camouflet envoyé à Donald Trump, quoi. Effectivement, tu as raison de le rappeler, la diplomatie, c'est des enjeux géostratégiques, militaires, économiques, mais c'est aussi de nouveaux enjeux. On parle d'enjeux liés à des flux migratoires, par exemple, c'est un enjeu très important qui est lié à d'autres enjeux, hein, évidemment, le terrorisme, la lutte contre l'insécurité, l'économie aussi, évidemment, mais aussi le changement climatique, les changements climatiques qui sont une nouvelle diplomatie de la planète, et la France, là-dedans, il faut le reconnaître, depuis la COP21, a un rôle plutôt cool, quoi. Enfin, complètement, voilà. Oui. Et pour revenir, si tu veux, sur la campagne présidentielle, puisque tu disais qu'elle a pris beaucoup plus d'importance, c'est de s'intéresser pourquoi ça a pris plus d'importance. Oui. À titre personnel, moi je pense que c'est parce que déjà sous le mandat d'Hollande, la France est énormément intervenue, que la France a été beaucoup frappée par le terrorisme, et donc du coup c'est vraiment devenu un sujet d'inquiétude pour l'opinion. Donc à partir de là, c'est normal que cette question ait été un petit peu plus centrée. Mais déjà en 2012, je me souviens que dans le débat avait pas mal compté l'histoire du retrait des soldats français d'Afghanistan. Oui, et Hollande avait promis de retirer donc les soldats français d'Afghanistan, ce qu'il a fait. Mais déjà à l'époque, oui, c'était une thématique parce que Sarkozy était pas mal il était intervenu au Mali. Non, pas au Mali, en Libye. En Libye, oui. Et donc la question de l'interventionnisme en France était revenue un petit peu sur le devant de la scène. Effectivement, une partie de la gauche en 2012 avait beaucoup critiqué Sarkozy, déjà par principe, mais aussi pour son côté va-t-en-guerre. Vous n'avez pas besoin de ça. Hein. On lui avait reproché son côté va-t-en-guerre parce que BHL lui dit il faut sauver la Libye, on envoie des rafales et on dégage un dictateur. Bon, voilà, mais effectivement assez intéressant. Il y a une question très intéressante de Athos dans le chat juste là, qui nous demande est-ce que la diplomatie française est en mesure de se positionner face à la Corée du Nord, là où Trump dit que le dialogue n'est plus possible, la France ayant toujours joué le rôle de relatif diplomate mondial. Effectivement, Athos, je pense que la France, tu me corriges si j'ai une connerie, a toujours essayé de jouer ce rôle de on parle avec tout le monde. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que la France a donc le 3e réseau diplomatique au monde, c'est-à-dire qu'elle a 160 ambassades. Là, j'ai les chiffres sous les yeux, mais oui, c'est ça, 160 ambassades, c'est de représentation permanente, donc c'est-à-dire une représentation au sein d'institutions internationales comme l'ONU, l'Union européenne, l'OCDE, l'OMC, etc. Il y en a plein. Et plus des consuls, il y a à peu près 90 consuls, des réseaux culturels, enfin voilà. Mais ça permet en fait à la France d'être présente partout dans le monde, pas dans tous les États, mais partout dans le monde. Et à partir de là, du coup, la France
a une oreille un peu partout, et on peut parler à la France un peu partout en fait. Donc de ce fait, ça lui permet d'avoir ce rôle de médiateur dans certaines régions, et ça marchera, ce rôle de médiation marchera d'autant plus si elle a cultivé des relations plus ou moins, tissé des relations plus ou moins importantes avec des acteurs de la région. Et typiquement le Japon, par exemple, dans la région coréenne, enfin dans la région extrême asiatique, le Japon et la France ont des relations qui sont, en tout cas depuis Jacques Chirac, assez importantes. Jacques Chirac aimait beaucoup le Japon. Oui. Titre personnel, mais mais enfin, il y avait dans les années 90, le Japon a beaucoup pesé aussi. Exactement. Et mais à partir de là, si vous voulez, la France a toujours eu voilà des relations assez importantes avec le Japon. Donc du coup, la sécurité du Japon intéresse la France, d'autant plus que la France est au Conseil de sécurité, que le Japon y est pour cette année. Donc à partir de là, est-ce que la France peut peser? Oui, elle pèse dans les discussions. Elle est là pour essayer de trouver une solution. Pour l'instant, la position de la France au Conseil de sécurité, c'est d'accentuer les sanctions en allant dans le sens du Japon, mais du coup des États-Unis aussi. Donc voilà, c'est une question passionnante, Athos. Discuter avec la Corée du Nord, c'est déjà en soi une gageure. Il y a un sujet intellectuel de savoir comment est-ce qu'on peut discuter avec la Corée du Nord, comment ça fonctionne, etc. Il y a effectivement le rôle éminemment important de la Chine, qui est quand même le pays qui tient la Corée du Nord sous perfusion. Donc en fait, la question coréenne est à raccrocher à la question chinoise, à la géopolitique chinoise, etc. Tout ça est assez complexe, mais voilà. Donc pour toutes les raisons qu'a dit Alexandre, oui, la France pèse, y compris dans le conflit nord-coréen, enfin dans le cas nord-coréen. En tout cas, il y a quelque chose à faire. Il y a Alchimiste qui demande, est-ce qu'on peut rappeler ton parcours de formation pour que tu t'en connaisses bon, déjà, j'en connais pas autant. Et ensuite, j'ai simplement déjà une licence d'histoire-géographie. À côté de ça, j'avais essayé de faire un master de sciences politiques, puis ensuite un master de relations internationales. Et puis bon, là, actuellement, j'en viens à me dire que je vais chercher un boulot. Et puis on reviendra sur les études plus tard, parce que même si les sujets m'intéressent, c'est pas forcément... il y a un moment où voilà, faut faire une petite pause dans ses études. Enfin voilà. Voilà pour la question. On a déjà plein d'échanges commerciaux avec la Corée du Nord. Ce que tu disais, Grand Froid, tout à l'heure, on a des échanges commerciaux avec la Corée du Nord. Non mais ça pèse que dalle. Dans l'économie coréenne, ça pèse que dalle. Je veux dire. Je sais pas du tout. Tiens, si on leur en échange quoi que ce soit. Je pense pas. Peut-être de l'aide alimentaire fut un temps, mais de la culture. Voilà. Tu vois, des tableaux, des trucs. Non mais de toute façon, rien que le fait qu'on n'ait pas de relations diplomatiques avec la Corée du Nord, quand bien même on a un représentant là-bas, on n'a pas de relations diplomatiques officielles, donc on peut pas signer de traité d'échange. Donc à partir de là, je vois pas comment ce qu'on peut leur échanger. Peut-être de l'aide humanitaire encore. La Corée du Nord n'exporte que du charbon vers la Chine et c'est tout. Ouais, la Chine en échange envoie du carburant, de la bouffe, des médicaments. Enfin, c'est juste des ingénieurs, etc. Quand on dit que la Corée du Nord est tenue sous perfusion par la Chine, la Chine dès demain matin en claquant des doigts peut flinguer le régime nord-coréen. Et c'est pas forcément ce qu'elle veut. Non, elle le souhaite pas. Elle aussi, elle joue à un jeu dangereux et peut-être c'est machiavélique et intelligent, mais en défendant ses propres intérêts avec son petit frère turbulent nord-coréen. À savoir notamment que, pour revenir sur cette question des échanges, le 6 août dernier, la Corée du Nord en fait a procédé à un nouveau tir de missile. Donc du coup là, tout le monde s'est bien énervé dans la région parce que merde, c'était les vacances quoi. Et donc du coup là, il y a une réunion d'urgence au Conseil de sécurité qui a eu lieu et qui a voté donc la résolution 2371 qui donc du coup amenait les sanctions, des sanctions économiques contre la Corée du Nord, c'est-à-dire qu'on interdisait l'exportation de charbon et de matières premières, grosso modo, nord-coréennes, qui pouvaient lui donner des revenus en fait. Ouais. C'était tout simple là. Donc du coup là, ça pouvait causer une perte d'1 milliard de dollars pour la Corée du Nord, et c'est beaucoup pour la Corée du Nord, 1 milliard de dollars. C'est phénoménal. Donc voilà, à peu près où est-ce qu'on en est. Grand Froid nous a retrouvé une source qui dit qu'il y a 30 millions d'euros d'échanges en gros entre la France et la Corée du Nord. C'est que dalle. C'est pas grand chose, non. 30 millions d'euros, ça pèse rien. Je sais même pas, mais je suis bien curieux de savoir ce qu'on leur échange. Apparemment, exportation française vers la Corée du Nord, honnêtement, je sais pas. Peut-être des médocs, ouais. Enfin bon, voilà. Après, ça peut être de l'aide humanitaire, mais bon. Pourquoi est-ce qu'ils visent le Japon en particulier? Ils veulent leur faire passer un message. Grosso modo, depuis la guerre de Corée, la Corée du Nord est toujours d'ailleurs en état de guerre avec la Corée du Sud, avec les États-Unis et avec le Japon. On l'a lié. Alors, voilà, c'est-à-dire que il y a deux raisons qui mènent à ça. La première, c'est tout simplement parce que le Japon, c'est sur la route pour tirer sur les États-Unis.
Donc à partir de là, on fait des essais, puis on fait en sorte que ça tombe pas très loin des côtes japonaises. Parce que de toute façon, si ça va plus loin et que ça tombe au large des côtes d'îles américaines, là, il y a une ligne rouge qui risque d'être franchie et ça devient dangereux quand même. Les mecs sont pas complètement fous à Pyongyang. Ils savent quand même qu'il y a une ligne rouge où, bon, si on veut vraiment jouer la provocation, ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais ils iront pas forcément plus loin s'ils ne veulent pas aboutir à une escalade avec les États-Unis. La deuxième raison, c'est qu'en fait aujourd'hui, donc ils ont tiré le missile, c'était le 29 août. Ouais. Voilà, avant-hier, sans compter le décalage horaire avec Paris évidemment. Et en fait, c'était pour, j'avais lu, c'était pour l'anniversaire du traité d'annexion qui avait été signé entre le Japon et la Corée, qui a fait qu'en fait le Japon avait annexé la Corée en 1910. Et ça a eu lieu le 29 août, visiblement. Donc c'était, voilà, petit cours d'histoire pour les Japonais, et les réveiller à coups de missile, voilà. Grosso merdo, on en est très éloigné nous en Europe, mais Non. les relations dans ce coin-là du Pacifique sont infiniment plus complexes que... Enfin, si vous croyez que c'est le bordel en Europe depuis un siècle, vous n'imaginez même pas une seconde ce que c'est. Parce que vraiment, l'histoire chinoise, l'histoire japonaise, les invasions, les guerres sino-japonaises, etc., avec le lien de la Corée, le Vietnam, etc., tout ça est un imbroglio extrêmement intéressant, fascinant pour les historiens et les géographes, mais extrêmement compliqué, donc voilà. Voilà. D'ailleurs, où est-ce qu'on est ça en est où la situation japonaise? Ils n'étaient pas censés se réarmer défensivement à un moment. Alors, ils ont procédé. Je sais pas s'il est arrivé jusqu'au bout, Shinzo Abe, dans ce processus, je me suis plus trop renseigné. Mais il avait voulu en tout cas modifier la constitution de façon à ce que les forces japonaises puissent intervenir à l'extérieur. Parce qu'effectivement, depuis la constitution de 45, les Japonais n'ont pas le droit d'avoir une force d'intervention extérieure. Voilà, c'est comparable à d'autres pays dans le monde comme l'Allemagne. Enfin, c'est en gros les pays qui ont perdu la Seconde Guerre mondiale. Oui, voilà. Ils se sont vu imposer des règles. Enfin, je crois plus le Japon que l'Allemagne en plus. Enfin, parce que l'Allemagne, la question de réarmer l'Allemagne s'est posée beaucoup plus tôt que le Japon en fait. Durant la guerre froide. Bah, durant la guerre froide, oui, c'était parce que le péril communiste. Parce que non, mais bien sûr, oui. Le Japon était moins en première ligne que ne l'était l'Allemagne vis-à-vis de l'URSS. Donc voilà. Et donc oui, force d'autodéfense au Japon. Ouais, c'est ça, force d'autodéfense. Ok. Et oui, effectivement, Gringan, tu as raison de le rappeler. C'est pas Gringan, c'est Raspberry. Effectivement, le Japon est un territoire qui accueille des bases militaires américaines. Donc quand les Nord-Coréens tirent en direction du Japon, ils tirent en direction des États-Unis. Enfin, ils tirent en direction de ce bloc qui pour eux est l'ennemi absolu, le bloc capitaliste avec les Japonais dedans, avec les Sud-Coréens, avec tout le monde quoi. Mais voilà. Trump, a priori, laisserait le Japon se réarmer. Alors justement, la doctrine américaine, est un petit peu difficile à lire en ce moment, parce que Trump n'est pas facile à comprendre. Mais effectivement, Trump, pendant la campagne, a à plusieurs reprises développé la notion de Make America Great Again en disant que c'est à l'Amérique de défendre les Américains et seuls les Américains. Il y a un côté, on n'est pas là pour défendre tout le monde dans le monde. S'il y en a qui veulent se défendre, mais qu'ils se défendent. Je crois qu'à plusieurs interviews, Trump avait dit ça. Oui. Mais les mecs, ils se démerdent. Il avait dit l'OTAN, c'est pas sûr que je respecte l'article 5, je crois, du traité de l'Atlantique Nord, qui disait que grosso modo, si un des États alliés est attaqué, tous les autres doivent se considérer comme attaqués par le tiers État, enfin l'État tiers plutôt. Et en fait, pareil, il disait pour le Japon, la Corée, ce seront à eux aussi de se démerder un peu, de mieux s'équiper. C'était surtout tourné vers le Japon parce que en fait, comme j'ai vu dans des commentaires, Athos, effectivement, en fait, la Corée et le Japon accueillent en fait les plus gros contingents de soldats américains qui sont installés à l'étranger, sur un sol étranger. Donc effectivement là c'est une question quand même qui a énormément fait peur aux Sud-Coréens et aux Japonais l'élection de Trump, parce qu'ils se sont dit aïe mais s'il s'en va, ça va envoyer un mauvais signal en fait, et à la Chine surtout, et aussi à la Corée du Nord. Mais c'est surtout à la Chine en fait qui s'inquiète un petit peu, parce que il y a des conflits en mer de Chine orientale. Par rapport aux îles Senkaku et ouais c'est ça, les îles Senkaku, enfin en japonais, et ce sont des petites îles que se disputent le Japon et la Chine, et donc du coup il y a des petites confrontations, et pour le Japon, le Japon tient tête à la Chine sur cette dispute là, parce que ils savent très bien que les Américains sont derrière à soutenir, et si les Américains sont plus là à soutenir, bon voilà, ils ont un petit peu peur. Ouais.
Bienvenue à celles et à ceux qui nous rejoignent en tout cas, il est 17h30, on va commenter en direct le discours du ministre des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères, devant les ambassadeurs dans le cadre de la semaine des ambassadeurs. On attend que le flux nous arrive, d'ici là on continue à répondre à vos questions et à discuter de l'état du monde finalement, si vous voulez. Une question d'alchimie, si la Corée est perfusée par ses voisins et autres, la Corée du Nord, n'y a-t-il pas de solution éminemment plus diplomatique pour eux plutôt que de jouer aux gros muscles? Pourquoi montrer leur violence potentielle au lieu de développer leurs relations économiques ou politiques? Là justement, c'est là qu'on peut pas répondre avec la Corée seule, c'est la Chine en fait qui joue un jeu dangereux là-dedans, parce que ça, en fait, toutes ces petites affaires-là, ça arrange bien la Chine, qui démontre par le fait que les États-Unis sont pas aussi forts que ça, et dans une guerre économique très puissante entre le bloc chinois et le bloc américain, ça arrange en fait les Chinois que leurs petits frères coréens montrent la faiblesse du mec en face, quoi. Il y a de ça. Il y a aussi le fait que la Corée du Nord est un régime militaire, c'est une dynastie, enfin c'est un régime presque totalitaire, et en fait la Corée du Nord arrive, enfin le régime nord-coréen se maintient car en fait il soude toute la population autour d'une menace étrangère extérieure. Donc en fait il faut jouer le rapport de force. Il faut jouer le rapport de force. Ensuite, il faut savoir quand même que la Corée du Nord, c'est un prétexte qui arrange un peu tout le monde, notamment donc les Américains. Parce que du coup, comme il y a une menace nord-coréenne, ça leur permet de justifier tout le dispositif dans la région, Ouais, c'est vrai, sans pouvoir dire ah c'est contre la Chine en fait. Non, ils disent non, c'est contre la Corée du Nord, menace, etc. Voilà. Ouais. Mais en vrai, il y a en filigrane, c'est pour contrer l'influence chinoise. Il y a un autre truc intéressant dont je viens de me souvenir, dont on avait parlé ensemble dans une émission précédente sur la Syrie, c'est la difficulté des Nations Unies et même du Conseil de sécurité à faire respecter le droit international en Syrie sur les armes chimiques, a des implications directes sur le fait que Kim Jong-un il se sent menacé par que dalle en fait. Qu'est-ce que je risque? Regardez l'autre, il est en train de gazer son peuple. Mais c'est ça. Et François Delattre, en fait, à chaque fois dans ses interventions, François Delattre, le représentant de la France aux Nations Unies, fait à chaque fois un lien. À chaque fois, au début, je me suis dit, mais pourquoi il parle de gaz chimique alors que là on parle de nucléaire? Mais en fait, non, effectivement, c'est ce lien-là, c'est de se dire, c'est ce qui avant tout menacé, c'est le régime de non-prolifération. C'est-à-dire que des armes chimiques, que des armes nucléaires, enfin que des armes de destruction massive globalement, ne se propagent pas que tous les États ne possèdent pas ce type d'armes en fait, parce que sinon, au bout d'un moment, ça va devenir intenable comme situation dans le monde. Et à chaque fois qu'on est infoutu collectivement de répondre à un petit dictateur dans un coin qui fait n'importe quoi avec sa propre population, on démontre à tous les dictateurs du monde qu'on est incapable de faire quoi que ce soit contre n'importe quel dictateur. Donc il y a un truc, en fait c'est ce qu'il avait dit, il en va de la crédibilité de l'ordre du régime de non-prolifération, de l'ordre international, du système onusien, même grosso modo du système international tel qu'il est pensé depuis 1945 en fait. Ouais, c'est exactement ça. Et donc effectivement voilà, il y a ce lien comme tu le dis, si on n'arrive pas à empêcher Bachar al-Assad d'user d'armes qui sont illégales, on ne peut pas empêcher Kim Jong-un de posséder des armes qu'il n'a pas le droit de posséder en vertu de conventions internationales. Quand bien même elles peuvent être injustes à dire oui, par exemple on parle là du traité de non-prolifération nucléaire qui a été signé en 67 et qui reconnaît des puissances nucléaires officielles au nombre de 5 et qui dit que toutes les autres n'ont pas le droit d'avoir une arme nucléaire. Évidemment il y en a 4 depuis qui ont obtenu l'arme nucléaire, donc Israël, l'Inde, le Pakistan et bah du coup la Corée du Nord maintenant, et donc voilà tout l'enjeu en fait de ce régime de non-prolifération. Voilà chers amis, on est en direct, on vient de récupérer le flux du ministère des Affaires étrangères. Ils savent pas éclairer une salle on dirait parce que c'est tout noir. Voilà, on va leur amener nos super lampes là qui pètent. Super lampes qui claquent, ouais. Voilà, ce n'est pas Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères qui est en train de parler, c'est quelqu'un de totalement random, je sais pas du tout qui c'est. Moi non plus. Mais qui est en train d'introduire ce discours. Vous voyez donc c'est la cérémonie de clôture de la semaine des ambassadeurs. On attend Jean-Yves Le Drian qui va intervenir pour tirer un petit peu le bilan de toute cette semaine. Sylvain, ce que je te propose c'est de couper le son tant qu'on n'a pas le... Ah attends. Ah non, ils vont diffuser un film... Voilà, c'était pas le prix ambassade verte? Oui c'est ça, c'est le prix ambassade verte. Ils vont remettre le prix ambassade verte à une ambassade, je sais pas laquelle. Bon, des pronostics les gars? Ambassade verte, je sais pas, l'ambassade du Venezuela, c'est pour rigoler. Ah mon dieu, quelle honte.
Oh, putain, des super animations, les gars. Incroyable. Non, mais bon. Allez, qui c'est qui a gagné? Du coup, j'ai envie de Il y a une savoir. expectative, quoi. Moi, je dis l'Inde, Iran. La Bretagne, il n'y a pas encore d'ambassade de France en Bretagne. C'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et nous étions à même d'accompagner ce beau projet Ambassade Verte. C'est pour cela que nous avons apporté notre L'Ukraine. pour accompagner le réseau diplomatique. La Syrie, parce qu'en ce moment, ça coûte pas très cher, je pense. Ouais, on a mis des plantes sur le balcon. Entre deux bombardements. Oh mon dieu, quelle indignité. Quand même, on devrait pas rire de ça, c'est pas bien. Aussi à l'étranger, au travers d'un accompagnement. La Finlande. Non, la France n'a pas de relation. La France n'a pas. Je ne veux pas dire de conneries, mais est-ce que la France a des ambassades dans les pays d'Europe? Non, elle a des consulats. Les ambassades, je veux dire, Bah si, ils ont. avec nos voisins européens, on a des relations dans le cadre des nations, De l'Union européenne. Oui, mais c'est une association d'États encore, l'Union européenne, c'est pas une fédération, donc je pense Ouais, que remarque, si t'as si, raison. on a encore des ambassades ailleurs. Enfin, On a encore des corrigez-moi, les gars, ambassades. mais- Il y a une ambassade de France à Oui, Berlin. oui, bah oui, D'accord, oui. ok. Bon, je dis des conneries alors. Oui, mais si, je me souviens très bien plus où elle est, celle de France à Berlin, elle est à côté de la porte de Brandebourg. Ah, mais c'est vrai. Donc, bah non, Ouais. voilà, la question réglée. Non, mais je raconte des conneries. Heureusement que Jennifer est pas là, hein, sinon on se serait tapé sur les doigts. Une belle vitrine à l'international. Donc on est très heureux d'avoir pu accompagner ce projet. Et donc, on a une question, est-ce que c'est Renan Luce qui a fait la musique? Je sais pas, mais on peut tweeter ça à l'équipe du MAE. MAE dans le jargon, ça veut dire ministère des Oui, Affaires pardon, étrangères. Non, mais faut le savoir, c'est comme quand on dit le quai. Ouais, le C'est quai. le quai d'Orsay. À Paris, il y a un quai qui s'appelle le quai d'Orsay. Là, il y a le musée d'Orsay. Et sur le quai d'Orsay, il y a le Palais Bourbon, l'Assemblée nationale, mais aussi, juste à côté, le ministère des Affaires étrangères. Et il me corrige, mais il me semble qu'à l'époque, il avait été construit parce que c'était pas très loin du Palais Bourbon. Et c'était une époque où. 1866. Ouais, c'était une époque où les relations internationales enfin, c'était un poste très important. Ouais. Et donc, du coup, enfin, moi je me souviens en tout cas que sous la Troisième République, beaucoup de présidents du Conseil prenaient aussi le portefeuille des affaires étrangères. 2015, grâce Ouais, parce qu'à l'époque, président du Conseil, c'était quasiment président de la République. Enfin, c'était. Ouais. Oui, effectivement. de valoriser et d'illustrer les actions conduites par les ambassades dans le domaine de l'environnement. Le deuxième outil, c'est une chargée de mission qui a été recrutée en 2016 Ils ont recruté une chargée de mission. et d'accompagner les ambassades pour préparer, mettre en œuvre ce projet Ambassade Verte. Le troisième outil, c'est une boîte à outils qui a été réalisée par un prestataire avec le soutien de l'ADEME et dans la mission dont l'objectif Ah, le monsieur, il ressemble à Luc Châtel. est des outils de méthodologie et des fiches projets pour Ah là là, les ambassades vertes, incroyable. Ah là là. Je savais pas qu'il y avait un prix ambassade verte. Bah, Non, en moi, fait, je sais que c'est- j'ai vu ça mardi. Chaque année, c'est rigolo. Il y a un prix de l'innovation publique qui est remis à des administrations. L'administration qui était la plus innovante. dans le domaine Et en fait, c'est hyper intéressant. T'as des idées enfin, J'aurais t'as pas des d'exemple, exemples mais en gros, c'est l'hôpital machin qui a décidé de révolutionner complètement son système de gestion de lit grâce à une application machin. de mettre Et en fait, c'est toutes les administrations qui ont le courage, entre guillemets, d'avoir des solutions hyper innovantes dans la gestion de leur truc. Qu'est-ce qu'il y a, Sylvain? et qui ont pour but d'accompagner les postes, Ouais, ok. expertise et méthodologie. D'ailleurs, je crois que ça m'avait fait beaucoup rire, mais un jour, il avait remis au Sénat le prix de l'innovation. Ça m'a fait un peu rire. Bah, le jour où ils nous permettront d'aller commenter chez eux. Là, le Sénat Là. gagnera le prix de l'innovation Et là. parce qu'ils auront fait confiance à une chaîne YouTube pour faire leur communication publique. Mais bref. Mais non, donc voilà. Donc en tout cas, les prix comme ça qui sont remis, c'est pas inintéressant. Voilà, je vais juste dire ça, c'est pas histoire de boire du champagne et bouffer des petits fours, c'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est pas mal. Ah. Alors, les nominés sont. Et ben voilà, c'est Jean-Yves Le Drian que l'on vient de voir se lever du premier rang. Jean-Yves Le Drian, que l'on a croisé au MAE. Ouais, on l'a croisé. Bon, il est pas venu nous serrer la main, Mm. mais voilà. Tristesse. il nous a déjà cité, donc c'était. Voilà, Jean-Yves Le Drian qui s'avance vers le pupitre et qui va prendre la parole, le ministre des Affaires étrangères. Ceux qui vont avoir les prix le savaient déjà. C'était pour savoir quel type de, comment je devais parler, comment je devais gérer la tension ou l'absence de tension, mais certains d'entre eux, ceux qui vont les recevoir le savent, mais ceux qui ne l'ont pas ne le savent pas. C'est ça. C'est pas. Donc c'est pas beaucoup. Jean-Yves Le Drian qui met l'ambiance. En fait.
C'est un ministre assez influent, Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian, il faut savoir que sous François Hollande, il est resté ministre de la Défense pendant quasiment tout le quinquennat. Très très influent. Mais je crois même qu'il a été ministre de la Défense tout le quinquennat. Et c'était quasiment le vice-ministre des Affaires étrangères parce qu'en fait, une partie de son action a été beaucoup de vendre en fait des armements français auprès d'autres pays, ce qu'il a très bien réussi. Pour ce premier grand concours d'ambassade verte qui a été initié sous mon prédécesseur et que j'ai la chance de pouvoir inaugurer d'une certaine manière, en tout cas remettre les premiers prix. Son prédécesseur, Jean-Marc Ayrault, on le rappelle. Ouais. Initiative très forte, c'est une initiative d'exemplarité. Il y a Jennifer qui répond à la question qu'on se posait tout à l'heure. Désolé Jennifer, on a Non, merdé. Jennifer, c'est bon, on a eu un doute, j'arrive. C'est quand t'es pas là, on dit des conneries Voilà. sur l'Europe. Hein. C'est ça. La mobilisation. Après, est-ce que c'est volontaire ou pas? Tu sais que le Conseil de l'Europe et l'Union Européenne, c'est la même chose en fait. Ah ouais, bien sûr. Vraiment, le combat pour l'environnement, il est très concret. Et D'ailleurs, l'OTAN, c'est un organe de l'Europe. nos ambassades, Ouais, Bien sûr. bah, comme la CIA. c'est une très bonne chose. Basé à Bruxelles. Je suis nombreux sur C'est pas un hasard si tout ça c'est au même endroit au Ah bout d'un non. moment, hein. Comme par hasard. la consommation d'énergie et de la maîtrise des consommations de l'eau, la mobilité durable, favoriser des achats plus durables, les déchets. Vraiment, il y a toute une série de C'est à peu près ça. plans qui ont été élaborés dans le projet Ambassade verte. Il y avait déjà des précurseurs que certains d'entre Salut vous Xan. connaissent ou ils vont se reconnaître. Je pense en particulier au chantier de l'ambassade de France au Japon. Elle a été inaugurée en 2009 et elle fait aujourd'hui vitrine du savoir-faire français en matière d'architecture durable, avec un bâtiment parfaitement intégré au site et qui optimise la consommation d'eau et d'énergie. 2009. Et puis l'ambassade de France à Washington a Vous lancé serez ravis de savoir que l'eau des chiottes de l'ambassade de France au Japon est recyclée. des émissions de gaz à effet de serre dès 2010. Acropolis premier sur l'info. Hein. Des avancées considérables. Ça rase. Réduction de consommation d'énergie. C'est un coup des Nord-Coréens, ça encore. Investissement relativement modeste au départ. Parce que ça, plus le missile de lundi, Par la je taille suis désolé, coïncidence, je ne pense pas. également est engagé très tôt. De toute façon, c'est un truc qui a été monté à Bruxelles, ça aussi. Oui, je dis Bruxelles. Je veux aussi souligner le rôle de la directrice des relations internationales, de Madame Campana, qui a apporté, je n'ai pas le plaisir de la connaître, mais ça sera fait tout à l'heure, qui a apporté sa compétence dans cet engagement. Donc l'engagement de notre réseau diplomatique est essentiel, l'exemplarité est indispensable, C'est tellement facile, Jennifer. l'application concrète de la nécessité de comportement initié aussi par l'accord de Paris sur le climat. Je veux aussi saluer la création, il y a très peu de temps, de l'association Diplomacycle. Comme chacun le comprend, il s'agit de la mobilité. Et de Ah, diplomacycle. Oh putain. Ah merde. Ah oui, putain. Je ne suis pas sûr que ce soit encore Gérard. C'est qui fait les noms, là? Sérieusement, les gars. Non mais c'est pas mal. Mais c'est. Non, mais oui, mais... Dans d'autres villes, dans d'autres sièges, dans d'autres postes, cela peut se généraliser. En tout cas, c'est la traduction en action concrète de notre engagement de la COP 21. Il y a eu un vif intérêt pour ce concours. 22 ambassades ou consulats ont été candidats. 10 projets ont été présélectionnés lors d'un vote auquel près de 1400 agents ont pris part et permettant une présélection des 10 finalistes. Et le choix final des gagnants a été fait par un jury de personnalités qualifiées. Oh. Eh ben... Je vais donc, à présent, fin du suspense, Oh remettre oui, allez. les deux prix, le grand prix et le prix du jury, chacun doté d'une contribution financière dont l'objet est d'amorcer Ah merde. le financement d'un projet de réduction de l'empreinte environnementale des ambassades Ah sélectionnées. donc si tu gagnes le droit de réduire ton empreinte. Non, je déconne. Mention spéciale du jury. T'as le droit de faire des économies. Félicitations. Mais avant cela, Faut gagner une ramette de papier recyclé. Félicitations. je voudrais procéder Oh, on est méchant. à la remise d'un prix spécial, le prix coup de cœur du jury. Oh. Coup de cœur à l'ambassadeur de France au Maroc, monsieur Jean-François Giraud. Le projet de l'ambassade à Rabat, intitulé « Une meilleure maîtrise de l'énergie pour le campus diplomatique de Rabat et les emprises diplomatiques », est distingué pour la cohérence de la démarche menée depuis plusieurs années et le fait qu'elle a associé l'ensemble des acteurs français sur place.
la fois l'ambassade, l'institut, le consulat, les écoles. Et donc, monsieur l'ambassadeur, monsieur François Giraud, recevez... T'as raison, Greg, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit quand même. Parce que... Voilà, donc là on est sur la remise des prix. Bienvenue à celles et à ceux qui nous rejoignent. Une remise des prix de l'ambassade verte. Voilà, c'est une remise des prix qui distingue les ambassades et les consulats qui ont participé au concours en mettant en avant des projets de lutte contre le réchauffement climatique, quoi. Voilà, l'ambassadeur de France au Maroc, récompensé pour son action. Coup de cœur du jury. Ensuite, il y a encore 2 prix, puis le grand prix. Puis on passe au discours de clôture de Le Drian. J'ai l'impression d'être aux Oscars. De hiérarchie, hein. C'est le dernier qui est le meilleur. Mais je vais remettre maintenant le prix du jury, qui a été attribué à 2 ambassades ex aequo, qui n'ont pas pu se départager. Ça permet d'élargir... Ah d'accord. Eh oui. Vous avez raison, c'est là qu'on voit le sens de la diplomatie. Voilà. Alors, à l'ex-ambassadeur de France au Brésil, monsieur Laurent Billy, qui est devenu entre-temps, mais pas pour cette raison, directeur général de la mondialisation. Il y a une bonne ambiance entre le ministre et les ambassadeurs. Hein. Ah bah c'est à la maison, c'est la famille. C'est après qu'il va leur annoncer des coupes budgétaires. En fait, on va se serrer ça sur les gars. Bon alors les gars, cette année, on a 10 ambassades à fermer. Donc on va tirer ça à la courte paille. Et là, vous rigolerez moins. Voilà. Bénéficiaire et lauréat, co-lauréat, c'est monsieur Georges Serre, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Voilà, 2 ambassadeurs à nouveau distingués. Alors, monsieur Laurent Billy a ce prix pour le projet de réaménagement des jardins de l'ambassade et de la résidence. Et monsieur Georges Serre a pour ce prix pour son projet de récupération des déchets de bananiers. Et c'est ce qui a donné des idées au président Ouattara. Parce que nous étions ensemble avec le président Ouattara tout à l'heure et on a parlé de biomasse, donc vous avez fait des disciples, récupération des déchets de bananiers et des déchets d'équipements électriques et électroniques avec des start-up locales. Ces 2 projets tout à fait exceptionnels qui n'ont pas pu être départagés par le jury, donc je vous félicite tous les 2 pour ce succès. Incroyable. Voilà. Incroyable. Ça c'est l'influence de la France dans le monde, ça les gars. On récupère les déchets de bananes à l'ambassade. Et on souffle l'idée au président local. Et Alassane Ouattara, rappelle-moi, c'est président de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Ouais, c'est lui qui contre. C'était contre Gbagbo ou contre... Oui, contre Gbagbo. Ouais. Putain. C'était en 2000. C'était le bordel, c'était en 2011. 2011, ouais. Et le gagnant, le Grand Prix à l'ambassadrice de France en Namibie, Madame Bassa Mazzoni. Incroyable. Qu'est-ce qu'elle a fait en Namibie? Si vous ne situez pas la Namibie, c'est à côté de l'Afrique du Sud. C'est dit. T'as raison de le rappeler. Oui. Je vais expliquer. Claire Alors, Bonneau. Madame l'ambassadrice, votre projet C'est au nord-ouest de la Namibie. de l'Afrique du Sud. est exemplaire à plus d'un titre. Grâce à votre engagement personnel et le travail mené avec tous les agents de votre poste diplomatique, vous avez réussi à... C'est vrai que moi j'étais un peu pour Karine Rispal. Hein. Bah ouais, moi aussi. Et avec ce projet, vous avez d'abord réduit l'empreinte environnementale de votre poste en installant, grâce à un mécénat, 17 panneaux solaires. Et combiné aux 3 chauffe-eau solaires, ils fournissent près de 80% de la consommation totale d'électricité de l'emprise. Je crois que ces chiffres parlent d'eux-mêmes quant à votre capacité à agir de façon efficace. Et encore une fois, je suis heureux de constater qu'un tel projet est pleinement intégré à notre diplomatie économique en promouvant des innovations et des énergies renouvelables. Bravo, Madame l'ambassadrice, pour ce Grand Prix.
80% de l'énergie de l'ambassade de France en Namibie est produite par des panneaux solaires. Incroyable. Voilà, remise du Grand Prix. Et un C'est pas bisou. rien. Voilà. Voilà. Je me suis récompensé pour les chauffe-eau. Non mais le gars. Voilà, normalement c'est la remise du Grand Prix, donc c'est le dernier prix qui est remis et on va enchaîner. Ah voilà, on refait une dernière photo avec tout le monde et ensuite on va passer au discours de clôture de la semaine des ambassadeurs par Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Voilà, on s'attendait pas avec Alexandre à commenter ça, sinon on se serait rencardé à mort Ah bah complètement. sur comment est-ce qu'on recycle des Les pots de banane. enjeux, qui étaient favoris au début, enfin, voilà, les quoi. coulisses aussi, Ah, les coulisses, les négociations, la diplomatie finalement interne au réseau diplomatique français. Mais voilà, voilà, ça c'est pour la photo. Mais c'est intéressant quand même de voir que vous voyez que le réseau diplomatique s'organise aussi à l'intérieur de Avec les concours. administrations restent pas figées, essaient de mettre en place ce genre de système, comme tu nous le présentais pour les administrations publiques. Et pratiquement chaque ministère en interne organise un espèce de concours comme ça. Je suis sûr que tu as un concours du commissariat le plus sobre. Ça permet de faire passer les comment dire, des réductions de fonctionnement Non, pour un truc non, ludique. mais non, mais t'es cynique. Mais non, mais c'est comme les lycées. Mais non, je innovants, troll, je sais. C'est comme les hôpitaux qui, voilà. Des outils concrets par thème, des retours d'expérience, des cartographies des réalisations et enfin une saisie en ligne des données et des plans d'action. Je vous remercie vivement de votre attention et de votre intérêt. Oh là T'as là, vu, ils sont aussi rapides que nous pour. Ouais, mais ce que démonter j'allais un- dire, ce changement de cette- décor. Oh là là. Incroyable. Donc voilà, bravo à eux. Pourquoi on n'a pas d'ambassade de France en Guyane alors qu'elle est tout près? Parce que la Guyane est une île. C'est une connerie, hein, je rigole. Alors, on est parti pour le discours un peu plus politique. cette Oula fois-ci. là, ton grave là. Bien, Madame la Ministre, chère Nathalie Loiseau, Ministre de l'Europe, Monsieur le Ministre, cher Jean-Baptiste Lemoyne, Monsieur le Secrétaire Général, ministre sans attribution. cher Qu'on a vu ce matin, d'ailleurs. Montagne, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je suis ravi de conclure pour la première fois, en ce qui me concerne, la semaine des ambassadeurs. C'est un temps fort de notre vie diplomatique. C'est une idée française qui fait école. 25 ans après la première réunion de ce genre, de nombreux autres pays se sont inspirés de cette expérience. D'ailleurs, Ça s'appelle The j'ai Week of the Ambassador au récemment Royaume. organisé la conférence italienne. Et je me rendrai bientôt. Dans sa vie, décidément, le Drian dans sa vie, il aura tout conclu. Jennifer très inspiré. Les affaires étrangères allemands est venu devant vous hier. Effectivement, Sigmar Gabriel qui a fait une conférence de presse durant la semaine des ambassadeurs, où j'ai pu m'y Ouais, où t'es glisser. allé? À l'enrichir et d'en tirer les conclusions utiles pour notre action internationale. Et c'était bien le cas cette année encore. Je tiens à remercier le secrétaire général, Maurice Gourdeau-Montagne, son prédécesseur, Christian. Le secrétaire général, c'est un personnage très important dans un ministère. Hein. C'est la clé de voûte de l'administration. Des ambassadeurs, Philippe Autier, pour leur excellent travail. Je veux aussi remercier toutes et tous pour la confrontation utile des points de vue, les échanges directs et francs que nous avons eus, et votre engagement auprès du grand public ou des entrepreneurs pour mieux faire connaître notre diplomatie. J'attendais ce moment avec impatience, quelques semaines en fait, après ma prise de fonction, C'est vrai. après déjà de nombreux déplacements, beaucoup de rencontres. Il me permet de vous exposer les priorités que j'assigne à notre action et de vous détailler mes instructions pour que vous puissiez vous attacher avec efficacité à la réalisation des objectifs que le président de la République vous a présentés mardi. Je veux le faire sur la base des échanges très riches que j'ai eus avec vous cette semaine, notamment pendant notre huis clos d'hier. C'était une innovation qui, je crois... Alors ça, le huis clos, ça veut dire que il n'y avait pas de caméra, pas de journalistes, etc. C'est un moment où le ministre, c'est pas ouvert au public, c'est un moment où le ministre et les ambassadeurs ont un échange franc. Des fonctions officielles comme Sigmar Gabriel et Peter Maurer. La France a connu
ces derniers mois un changement politique qui a étonné le monde, transformé son image et renouvelé les attentes à son égard. On n'arrêtait pas de dire hier la France est attendue. Et cela nous donne des responsabilités. Et dès à présent, nous avons des marges de manœuvre à utiliser, une chance à saisir, un rôle à jouer pour que notre pays soit pleinement lui-même sur la scène internationale. Chacun à votre poste, je souhaite que vous vous saisissiez de cette nouvelle dynamique. Et je vous le dis sans détour, il y a beaucoup à faire, à la mesure des défis que nous avons à relever et des occasions que nous avons à saisir. Et à cet égard, vous avez toutes les raisons d'être fiers des fonctions qui vous ont été confiées. Représenter la France à l'étranger. Bon, donc jusqu'à présent, c'est un peu les enfonçages de portes ouvertes en début de discours. On est là pour remercier, merci, on est très content, tout ça machin. Le défenseur d'intérêts stratégiques et économiques. Être ambassadeur de France, c'est parler d'une voix qui sera écoutée, de plus en plus attendue et toujours respectée. Il n'y a pas à cet égard de petits et grands postes. Il n'y a qu'une seule diplomatie, faite de l'ensemble de ceux qui la mettent en œuvre, dans ce réseau universel atout majeur pour notre pays, dont le président de la République et le Premier ministre garantissent la pérennité. Réseau universel, ça veut dire que la France est présente partout dans le monde. Voilà. Et que surtout les ambassadeurs forment un seul et même corps diplomatique, et c'est pas l'ambassadeur des Nations Unies ou de Washington qui sont les plus importants et les autres on les écoute pas, quoi. Non, c'est ce il y qu'a a voulu un corps rappeler, diplomatique. c'est ce qu'a voulu rappeler Voilà. Le Drian. Chaque ambassadeur constitue une courroie de transmission qui permet de propager l'influence de la France, de faire que la France sera présente, qu'elle sera un interlocuteur partout dans le monde. Je veux qu'ils soient fiers de leur diplomatie. Je veux qu'ils soient convaincus qu'elle défend avec efficacité leurs intérêts, leurs valeurs et leurs aspirations, à l'heure où de grands changements, de graves dangers, mais aussi de multiples opportunités se présentent dans le monde. Renouveler notre action dans un monde de rupture, ce thème qui a été choisi pour cette semaine des ambassadeurs dit clairement les défis auxquels nous faisons face et ce que nous avons à faire. Je passe rapidement sur le contexte dans lequel notre diplomatie devra agir, car vous le connaissez comme moi. 2 ruptures doivent retenir notre attention. Elles sont, à mon sens, fondamentales. C'est vrai que c'est pas devant les ambassadeurs que tu fais un discours de Le développement des crises internationales. de l'état du monde. Je dirais, les mecs le connaissent un peu mieux que toi. Oui. quoi. La Syrie, la Libye, le Sahel, l'Ukraine, ces crises ont lieu à nos portes, dans notre environnement immédiat. Ce qu'il s'y produit a des effets directs sur nous. Nous le mesurons, entre autres, avec le développement de la menace terroriste ou face à la crise migratoire qui affecte l'Europe depuis près de 5 ans, ou encore lorsque notre architecture de sécurité européenne semble vaciller. Ensuite, la seconde rupture, essentielle, concerne l'organisation de l'économie internationale. Si la crise de la fin des années 2000 était une crise financière, c'est le spectre des tensions commerciales qui se fait désormais jour, avec une Chine toujours déterminée à contrôler étroitement son économie et une Amérique tentée de fermer pour le défendre son immense marché intérieur. Et face à cela, Hashtag Donald Trump. Et il décrit voilà, européenne, j'y une reviens, sorte de pour faire entendre confrontation en tout cas, un peu, pas un retour à la guerre froide, mais une confrontation là Avec vraiment. 2 nouveaux blocs économiques Voilà. différents. ouais. En tout cas voilà, des blocs économiques. une Ça, c'est culture du rapport de force qui lui a trop souvent fait défaut. Ces 2 ruptures découlent et témoignent en même temps d'un retour des logiques de puissance. Des stratégies hégémoniques et conflictuelles se déploient sur les territoires, mais aussi dans de nouveaux espaces disputés au cœur de la mondialisation, qu'il s'agisse des espaces marins, extra-atmosphériques ou cyber. À travers elles, Espace cyber, ça veut dire, Ouais. ça veut dire vous ça. autour de stratégies de domination ou d'intimidation, comme à la résurgence d'une volonté de construire des zones d'influence où l'on se partagerait la planète entre grands, et un affaiblissement corrélatif des organes multilatéraux de régulation de l'ordre international. Ouais, c'est intéressant ce qu'il dit là, parce qu'il ne faut pas que le multilatéralisme se développe au détriment du système international tel qu'il est, qui repose sur des organes
qui, comment dire, organisent les rapports de force entre les États et qui permettent de faire émerger des solutions communes selon des règles du jeu propre en fait, et pas sur des logiques de puissance. D'accord, ok. Et si on a la montée de l'Inde, du Brésil, de la Chine, on de a la un Russie, risque de etc., voir se développer selon des logiques de puissance, et là ça peut devenir dangereux. Par contre, si ça se fait dans le cadre d'institutions de concertation comme l'ONU, là c'est une bonne chose. Annoncée par le président de la République du budget de la défense qui sera porté à 2% du PIB en 2025. Rappel de l'engagement d'Emmanuel pour Macron. Rassurer les militaires, les gars. Que faire et comment agir. J'y vois plusieurs lignes directrices pour notre action. Premièrement, face à des puissances qui affirment plus nettement leurs intérêts, nous devons être en mesure de faire de même. Cela exige d'abord... Logique de puissance, tout ça. Bah, je sais pas, si tu veux. Hein. Hiérarchiser, d'y associer des moyens enfin d'être animé par une véritable vision stratégique au sens propre du terme. Deuxièmement, ce monde moins régulé ne doit pas nous faire peur ou nous pousser au repli. La France tient une place importante parmi les nations. Contrairement à ce qu'un certain pessimisme se plaît à répéter, notre pays n'est pas en déclin. La France a des atouts solides pour maintenir son rang, une défense forte, une base technologique solide, un rayonnement culturel mondial, une image positive et bientôt, je l'espère, grâce aux réformes voulues par le président de la République et mises en œuvre par le gouvernement, une économie plus dynamique. J'en veux pour preuve le nombre de ceux qui, vous le voyez au quotidien, cherchent à développer leurs relations avec nous. C'est une force, notamment lorsque ces liens sont créateurs de partenariats dynamiques inscrits dans la durée. Je pense notamment, parce que je m'y suis investi personnellement dans une autre vie, à la relation que nous avons bâtie ces dernières années avec l'Inde ou avec l'Australie. Ah bah oui, c'est lui qui a vendu des Rafales. Oui. À l'Inde. Comme on le rappelle, voilà, Jean-Yves Le Drian, sous le quinquennat de Hollande, quand on dit que c'était presque un vice-ministre des Affaires étrangères, c'est parce qu'il a noué vraiment des relations très fortes avec des partenaires commerciaux militaires. Puisque c'est sous lui qu'on a vendu des Rafales à l'Égypte, à l'Inde, qu'on a vendu des sous-marins à l'Australie. La France a vécu, a fait de très belles ventes d'armements militaires sous son action. Et il a gardé tous ses contacts quand il est arrivé au Quai d'Orsay. Par le passé, mais elle est indispensable. Et ma méthode est simple. Par réalisme, je prends acte de la complexité et de la détérioration de la situation internationale. Je me fixe des objectifs atteignables et je me donne les moyens de réussir. Enfin, je tiens à le souligner clairement, je mesure le succès de notre action à l'obtention de résultats concrets. Et ma conviction, c'est que nous avons toutes les cartes en main pour mettre en œuvre une diplomatie pragmatique et efficace. Dans un monde en mouvement incessant, où les rapports de puissance sont incertains, notre force, c'est notre agilité. Notre force, c'est notre créativité. Notre force, c'est notre vitesse dans la réflexion et notre vitesse dans l'exécution. C'est cette diplomatie agile qu'il vous reviendra de mettre en œuvre. Pour autant, je ne confonds pas réalisme et cynisme. L'agilité doit être mise au service d'une vision. Le monde peut être changé et la France peut être et doit être, car c'est sa vocation, une force d'initiative et de progrès. Progrès des droits, progrès de la coopération, progrès de la paix. C'est dans cet esprit que je veux travailler avec vous et j'en viens aux priorités de notre action présente et à venir. Allez, donne ta feuille de route. Notre agilité sur la scène internationale découle par définition de notre capacité à agir librement, à conserver les éléments de notre autonomie stratégique et, comme le président de la République nous l'a demandé mardi dernier, à faire de notre indépendance un objectif prioritaire de notre diplomatie. Ok, la France doit dépendre de personne. Ce n'est pas la solitude. L'indépendance, c'est la garantie que nous pourrons toujours prendre des initiatives,
produire par notre action et notre puissance un effet d'entraînement politique et affirmer, s'il le faut, quand cela est nécessaire, notre leadership. La solitude limite le champ des possibles, elle restreint notre horizon diplomatique, l'indépendance, au contraire, garantit notre liberté d'évaluation, de conception et d'action. Et la question à nous poser, c'est donc, avec qui voulons-nous travailler? D'abord avec l'Europe. Ah Le bah, président de le la ministère, ça République a rappellerait pas le ministère de l'Europe, Commission des européenne. Affaires étrangères, sinon. Il a obtenu des Sachant qu'il y a un enjeu extrêmement important de la diplomatie européenne. Oui, on l'a vu avec l'épisode sur la Pologne, Essentiel. dernièrement. Je veux le dire avec force, l'Europe est le cadre primordial, vital même, dans lequel nos valeurs et nos intérêts s'épanouissent. Notre ambition pour l'Europe est grande. Et il est vrai que de toute façon, c'est un dossier très important. L'Europe a quand même pas mal À la construction européenne, a vécu, enfin l'Union européenne a vécu en tout cas de quelques déboires ces dernières années un espace entre la Hongrie, ce qui se passe sur le plan politique en Pologne, les flux migratoires, etc. Enfin, tout ça, l'Europe est assez déstabilisée. convergence de nos Donc, politiques du coup, sociales et fiscales ou encore à approfondir Du coup, l'Europe de la défense. c'est devenu un sujet somme, très important Aller de l'avant L'Europe de la défense aussi est un enjeu. utile vis-à-vis des tensions avec la Russie Tu vois, et du renoncement des et États-Unis. et des États-Unis qui veulent plus être le bouclier de l'Europe, donc d'où l'engagement d'Emmanuel Macron d'augmenter à 2% la part du Voilà. PIB consacrée à la défense. Nous organiserons également des conventions démocratiques. Alors Dajin, s'il prend pas des exemples concrets, c'est que je pense qu'en même temps, c'est un peu le côté, je parle à des ambassadeurs, ils connaissent déjà tout ça. À la rencontre. Enfin, tu me corriges. Hein, Non, non, mais c'est ça. Et puis surtout, il a 160 ambassadeurs devant lui. Il n'est pas là pour donner un exemple de toi, par exemple, dans ton pays à toi, il va se passer ça. Non. en même temps, je te dis pas le truc. Ouais, c'est... Bon alors vous, là, hein, en Turquie, et ben voilà, la Syrie, là, ça va pas. Puis il fait ça, tu sais, il donne les bons points, les mauvais points. Oh mon Dieu, l'ambiance. Oh l'ambiance après au cocktail. De manière indissociable. Et les citoyens européens attendent qu'elle l'affirme avec plus de force, par exemple dans le domaine commercial où la réciprocité doit être respectée. La défense des intérêts européens devra également primer dans les négociations en cours sur le Brexit. Ah oui, là, La France veut que le Royaume-Uni demeure gros enjeu. un partenaire et un allié de premier rang, mais le choix souverain britannique ne pourra se faire au détriment de l'Union européenne et de ses États membres. Le choix souverain des Britanniques de quitter l'Union européenne, vous l'aurez compris. Que nous soutenons. L'Europe doit également affirmer ses valeurs. L'acuité de cette question n'échappe à personne. La construction européenne a toujours été un projet de nature politique. Sa crédibilité tient pour beaucoup au partage des mêmes principes, à une confiance réciproque dans les institutions démocratiques des États membres, et les dérives actuelles de certains d'entre eux sont une atteinte. Allez, on en remet un petit coup sur la Pologne, là. Hein. Je crois que ça n'a pas été assez fait Pour encore. notre avenir politique commun, elles doivent C'est la Hongrie aussi dans le même paquet. à mon avis. agira en ce sens. Les valeurs européennes sont aussi un outil puissant de politique étrangère, en particulier dans notre voisinage immédiat. L'Union européenne doit rester exigeante sur le respect de l'état de droit, encourager ceux qui font les efforts les plus importants et tenir compte de l'évolution de ceux qui choisissent la régression. Ah, ça doit être la Turquie. Ouais. Voilà. Gros bisous à la Turquie. Allez, bise. C'était il y a Hein, Erdogan, L'Union tu nous européenne entends. s'est affirmée sur la scène internationale. Dans le respect des compétences respectives des uns et des autres, il est essentiel que nous articulions notre action diplomatique avec elle, à la fois comme élément démultiplicateur de puissance, pour mieux porter nos priorités, et comme un outil complémentaire d'une autre que nous pouvons utiliser là où nous sommes présents. Et à cette fin, je vous demande, de la même façon que je me suis en contact étroit avec Federica Mogherini, d'entretenir des relations denses et productives avec les délégations de l'Union européenne partout dans le monde. Je rajoute, mais ça, Federica Mogherini, c'est la représentante de l'Union européenne. avec l'Allemagne. C'est la... la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Grosso modo. Grosso hein. modo. Voilà. Vous appelez Jen, elle va revenir, elle va nous corriger, on va dire... Notre voilà. amitié n'est pas limitée à l'Europe. Mais oui, diplomatie agile, Federica Mogherini, qu'on avait vu dans une des émissions de la communauté de l'ONU, qui était venue parler au Conseil de sécurité des Nations Unies. Spécifique.
l'invitation adressée par le président de la République à Donald Trump de participer aux cérémonies du 14 juillet en hommage aux troupes américaines tombées pour défendre notre liberté. Cette invitation illustre la manière dont notre alliance est enracinée dans l'histoire. Elle se perpétue aujourd'hui au Sahel, au Levant. Sahel un peu Aussi moins. par la place qu'occupe Le Sahel, hein, je rappelle, c'est en Afrique, du côté du Sahara vers l'ouest, et le Levant, c'est la Syrie, l'Irak, Daesh, quoi. C'est Syrie, Liban. Réaffirmer l'importance de ce lien et de cette histoire, de cette proximité de valeurs. Mais nous devons en même temps nous montrer exigeants sur le fond, qu'il s'agisse du climat, des modalités de gestion des crises internationales. Ce que dit Le Drian là, à propos de la relation franco-américaine, ça rappelle toujours, il me semble que c'est Hubert Védrine qui avait dit ça à propos de la relation franco-américaine, c'est amis, alliés, mais pas alignés. Mais pas alignés. De nos exigences, nous devons être forts, et pour être forts, nous devons être... Alors, à Simbi, est-ce qu'il y a aussi l'ambassadeur au Conseil de sécurité de l'ONU dans cette réunion avec François Delattre. François Delattre. La réponse est oui. Yeah, et je l'ai vu hier, j'étais à moins de 15 mètres de lui. Moins de 15 mètres de François Delattre. Voilà, un jour j'arriverai à lui serrer la main. La France a une vocation... Et sachez que c'est un monsieur qui est grand. Voilà. Elle peut travailler avec ceux que l'histoire a rapprochés de nous. Elle peut travailler avec ceux dont les intérêts convergent avec les nôtres. Elle peut travailler avec ceux qui sont prêts à se Voilà, et là il est en train de décliner exactement ce qu'avait dit Emmanuel Macron, c'est-à-dire la France peut travailler avec tout le monde. Sur les enjeux du climat. Nous pouvons travailler avec l'Inde sur des sujets aussi variés que la sécurité maritime ou l'Alliance solaire internationale. Avec les pays d'Amérique latine, nous pouvons agir pour faire progresser les droits de l'homme. La France a partout des amis et c'est un atout. Je comprends pas pourquoi il parle des droits de l'homme avec l'Amérique latine. Une France Non, franchement, je vois pas le rapport. Je sais pas qu'est-ce qui se passe en Amérique latine qui... Non, non. les Européens autour d'un projet ambitieux. Une France capable de structurer le débat international. C'est la condition d'une action efficace pour atteindre des objectifs clairs. Le premier d'entre eux, la première urgence, c'est de trouver des solutions durables aux crises qui se déroulent dans notre environnement, car elles ont un impact L'Amérique direct latine, c'est pour Neymar. sur la sécurité en raison des menaces qui en résultent. Notre première priorité, ce sera donc d'éradiquer le terrorisme islamiste. Nous sommes puissamment engagés contre les groupes djihadistes militarisés et nous saurons les vaincre. Je reviens d'Irak, où j'ai pu mesurer l'ampleur des victoires obtenues contre Daesh avec notre soutien reconnu à Bagdad comme à Erbil. Erbil, on précisera, c'est la capitale du Kurdistan irakien, qui est une région Au Levant, il faut autonome au sein de la fédération irakienne. nous projeter vers l'après-Daesh et poser les jalons de solutions politiques qui permettront le retour à une paix durable. C'est pourquoi il faut parler à tout le monde dans cette région, avec la Donc là, volonté... il fait mention au fait qu'à la rentrée, il y aura un référendum dans le Kurdistan irakien sur l'autodétermination de la région. Il fait aussi référence à un changement de doctrine en Syrie avec l'élection d'Emmanuel Macron, qui est que maintenant on parle avec le régime syrien. Ouais. Bachar el-Assad n'est plus, le départ de Bachar el-Assad n'est plus une condition sine qua non à la suite d'une solution diplomatique, ce qui est un changement dans la doctrine française sur ce dossier-là. Ce n'est plus une condition nécessaire et suffisante de l'envoyé pour la spécial résolution de la crise en Syrie. des Nations Unies, monsieur. Mais voilà, c'est une évolution qui est vraiment très importante parce que ça peut Ah. peut-être faire bouger les choses. Mais- Enfin, on sentait en tout cas que ça commençait à Ouais. être bloqué, mais car il est clair pour la France qu'il faut une transition politique en Syrie dans l'intérêt même du peuple syrien. alors que tu vois, Jean-Marc Ayrault, son prédécesseur, lui, il avait une autre phrase. Il disait Bachar doit partir. Ouais. France partage Fabius, ils étaient clairs là-dessus. Bachar doit partir. Après, il y aura une solution politique. Exactement. Mais sans lui, ça c'est clair. Et là, ça a changé, vous voyez. et stabilité. À voir exactement ce C'est que ça notre intérêt, donnera. comme en témoigne la multiplication des menaces liées à l'effondrement des institutions étatiques, celle du terrorisme, celle du trafic d'armes, celle des migrations incontrôlées. C'est pourquoi je me suis rendu dès les premiers jours de mon mandat à la demande du président de la République auprès des dirigeants étrangers qui exercent une influence en Libye. À tous, j'ai tenu le même langage. Il faut prendre acte de la situation militaire et obtenir des principaux protagonistes qui tiennent enfin les engagements pris dans le cadre des Nations Unies. Et c'est ce que le président de la République a obtenu
du Premier ministre Sarrach et du maréchal Hafter lorsqu'il les a réunis à la Celle-Saint-Cloud, dans ce haut lieu historique de la diplomatie française. Je vais me rendre très bientôt en Libye pour assurer le suivi de cette réunion. Ah oui, c'est vrai, oui, la fameuse réconciliation entre les deux rivaux en Libye. Qui a eu lieu en France, ouais. À cette occasion. Et c'est cela qui, je l'espère, avec le soutien de nos principaux partenaires, notamment l'Italie, permettra... L'Italie, c'est pas anodin, sachant Libye, que ouais, ça compte beaucoup. l'Italie était l'ancien colonisateur de la Libye, et qu'ensuite les deux États ont gardé des relations assez fortes. En Libye. Pas toujours très saines, mais fortes. Mais ne nous y trompons pas, la complexité des crises dans notre environnement nécessite un investissement de long terme. C'est le cas au Sahel, qui est un autre lieu majeur de notre engagement contre le terrorisme et pour la paix. À cet égard, la montée en puissance des forces de sécurité des États de la région est indispensable et nous devons l'accompagner. C'est le sens de la résolution que nous avons portée au Conseil de sécurité des Nations Unies avant le sommet de Bamako. Donc là, il parle de la résolution que la France a portée au Conseil de sécurité des Nations Unies, que nous avions commenté sur Acropolis en sur direct. Acropolis, en direct peut-être pas, mais voilà. Suffisant. Mais qui du coup portait sur la création d'une force du G5 Sahel. Le G5 Sahel, ce sont les 5 États de la région du Sahel. Donc dedans il y a le Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritanie, je crois, je sais plus. Enfin bref, vous les retrouvez. Et grosso modo, c'était de créer. L'enjeu, c'est qu'en fait, le Sahel est, comment dire, divisé administrativement entre tous ces États. Donc en fait, les groupes terroristes jouent sur cette disparité des souverainetés. Et donc le but, c'est de créer une force commune pour faire la police dans la région et pour permettre à la France de se désengager aussi un petit peu du théâtre malien. La priorité que nous accordons à la solution des crises dans notre environnement proche correspond bien sûr à la nécessité absolue de garantir la sécurité et la réussite économique de notre pays aujourd'hui et demain. C'est dans le même esprit qu'il nous faut faire tous les efforts pour que la paix soit maintenue sur le continent européen en dépit des tensions. C'est pourquoi la France continuera à rechercher les voies et moyens d'une coopération constructive avec la Russie, dans le cadre d'un dialogue ouvert mais exigeant, en vue d'assurer la stabilité en Europe et d'abord en Ukraine. Évidemment, Il nous théâtre faut ukrainien, aussi renforcer notre coopération notamment avec comment dire, la montée des tensions entre l'OTAN et la Russie, tout avec particulièrement des gros exercices qui se font tout près des frontières, notamment au niveau des pays baltes, une longue histoire et qui rend tout le monde serein. et des liens humains très denses. Et il nous faut, je pense, là, agilité, ne pas nous dissuader d'explorer une nouvelle voie pour la coopération et faire preuve d'inventivité. Il y a des crises qui représentent une menace immédiate pour la sécurité des Français. Il existe également des crises qui durent sans trouver de solution. Leur inscription dans le temps long engendre le désespoir et enferme les peuples dans une impasse. Je pense en particulier au conflit israélo-palestinien. Les lignes peuvent bouger. Les lignes peuvent bouger dans la région, car le combat... Franchement, ok d'Orsay, je voudrais pas bosser sur ce dossier-là, parce que c'est le dossier typiquement où tu peux pas le faire avancer. De la seule solution possible. C'est... À deux États. La solution à deux États qui est toujours prônée par la France pour la résolution du conflit. De la République. Mais franchement, ça paraît mal barré. Hein. La France compte sur ses propres forces, sur les réformes qu'elle entreprend et sur sa capacité d'agir pour assurer son propre avenir. Mais elle veut aussi rechercher partout où c'est possible des solutions collectives aux problèmes globaux auxquels elle est confrontée et qui nécessitent des solutions à la fois ambitieuses, pragmatiques et partagées. Et notre responsabilité, notre intérêt, sont de défendre les cadres d'action et les règles de droit édictées collectivement. C'est la meilleure garantie de la transparence, de la prévisibilité et de la confiance des relations internationales. La France, plus que jamais, doit jouer un rôle actif dans les enceintes d'action multilatérales.
Là, je pense qu'il Notre va attaquer présidence le du dossier Conseil de nord-coréen. sécurité en octobre prochain sera l'occasion de réaffirmer très fortement cet engagement. Je souhaite également renforcer la présence de la France au sein du système des Nations Unies à tous les niveaux de leur action. Notre influence François Delade, si tu nous entends, passe on est avec toi. par la représentation On te suivra. de la culture du droit au sein des juridictions internationales. À l'heure où le rôle de la Cour internationale de justice dans le règlement des différends internationaux et l'énoncé des règles de droit va croissant, la réélection du juge français Abraham constitue une priorité essentielle qui nécessite que vous poursuiviez avec détermination la campagne que nous menons en sa faveur. C'est la raison pour laquelle je vous demande aussi d'être pleinement mobilisés pour faire aboutir la candidature de Mme Azoulay à la direction générale de l'UNESCO. Je m'attacherai Azoulay, ancienne ministre de la Culture à renforcer sous François Hollande, Oui. pour les organisations qui est candidate au nom de la France pour la présidence de l'UNESCO. L'UNESCO qui est l'organe des Nations Unies en faveur de l'enseignement et de la culture. Je dis pas de conneries. Oui. À sa capacité à s'adapter à un monde plus complexe, instable, interdépendant. C'est pourquoi nous soutiendrons le nouveau secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, Antonio Guterres, donc, qui est rentré en fonction en janvier dernier, qui a remplacé Ban Ki-moon, qui était lui sud-coréen. Et Antonio Guterres qui entend réformer les Nations Unies pour plus d'efficacité. Et c'est ce que vient de dire Jean-Yves Le Drian. On soutiendra cette volonté de réforme. Sachant que la France avait porté en 2013, avec Laurent Fabius, une réforme du Conseil de sécurité, avec notamment un droit de veto qui serait suspendu en cas de crise, en cas de crime contre l'humanité, enfin de crime de masse. Si une crise se révèle être un crime de masse, comme la Syrie, et bien dans ce cas-là, on ne peut pas utiliser le droit de veto dans les résolutions, dans le processus de vote aux Nations Unies. Ça pourrait permettre de débloquer des situations. Tout d'abord, lors de la prochaine COP à Bonn en novembre, mais également au sommet de Paris le 12 décembre prochain. Et donc, sommet de Paris, 12 décembre prochain, savoir que c'est l'anniversaire de la COP21. De la COP21, du traité de l'accord de Paris. Qui a Et donc été une signé volonté le 12 d'Emmanuel décembre. Macron de réinviter tout le monde à Paris pour décider un petit peu des suites de la COP21 suite au retrait américain. Voilà, pour l'idée étant de relancer le processus après le retrait américain. Multiforme que nous devons traiter dans toutes ses dimensions. Cela nécessite. Comment on démontre un crime de masse? Demande à l'ONU. On en reparlera dans les autres émissions d'Acropolis, de la communauté de l'ONU. Cela exige ensuite que nous mettions en œuvre un ensemble complet de coopération avec les pays d'origine, de transit et d'accueil pour maîtriser les flux illégaux. Ah, ça c'est Les flux migratoires, les centres que vous voulez créer. Les hotspots. Macron. Les hotspots, ouais, les hotspots, ça veut dire traiter les demandes de visa dans les pays de départ et non pas une fois arrivé en France. Différents partenaires européens et africains, et je m'appuierai pour cela sur un ambassadeur en charge des migrations qui disposera d'un mandat confié conjointement par le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur. C'est assez rare. Enfin, un ambassadeur des migrations. C'est aussi vrai, s'agissant de la prolifération des armes de destruction massive. Ah, la Corée du Nord. De l'approche multilatérale. Et la Syrie. Si la France a refusé de prendre part aux négociations sur un traité d'interdiction des armes nucléaires, on en avait commenté ça. sa position, et elle défendra sa position. Si nous avons pris cette position, c'est parce que dans un environnement stratégique incertain, et la Corée du Nord nous le rappelle avec une acuité particulière, une telle démarche ne peut qu'affaiblir le traité de non-prolifération nucléaire qui constitue le dispositif le plus équilibré et par conséquent le plus robuste dans ce domaine. Et ça, c'est un enjeu crucial. Face au risque renouvelé de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, qu'elles soient nucléaires, mais aussi biologiques et chimiques. Sur ce sujet, plus encore peut-être que sur tout autre, la politique de l'incantation confine à l'irresponsabilité. Et c'est par des actes concrets que nous créons un environnement plus sûr. C'est la raison pour laquelle
Je le redis, après le président de la République, nous sommes les gardiens vigilants de l'accord du 14 juillet 2015 sur le nucléaire iranien. La France a défendu un accord rigoureux. Elle s'attache désormais à son application très stricte. Il était en effet essentiel de lutter contre la dangereuse banalisation de l'utilisation de ces armes. Accord sur le nucléaire iranien dont Trump a l'air de dire qu'il réfléchit à ne pas le respecter, donc on verra. Et remettre en cause les efforts. On rappelle que c'était Obama qui avait obtenu ça. Depuis tant d'années. Et qui, à l'époque, Fabius avait. C'était le dernier des Occidentaux à dire « Ah non, 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 c'est pas assez sévère. » Plus que les Américains. À ce qu'il n'y ait jamais d'impunité. Les criminels qui ont pris la responsabilité d'utiliser de telles armes doivent savoir que même dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, nous poursuivrons nos efforts pour faire condamner les coupables. Il en va de l'avenir de l'ensemble de notre système de sécurité collective. On ne doit pas pouvoir en violer les normes les plus fondamentales sans en subir un jour les conséquences. Les normes les plus fondamentales sont les droits de l'homme. Sur la base de ce principe, la France proposera des initiatives prochainement. La sécurité collective, je rappelle juste, en relations internationales, les sécurités collectives, c'est le principe selon lequel si jamais un État t'agresse, tu peux compter sur le soutien des autres si tu te fais agresser sans aucune raison légitime, par exemple. D'opportunités. Et la sécurité collective a échoué dans les années 30, ça aboutit à la Seconde Guerre mondiale, et du coup on a recréé un système de sécurité collective qui s'appelle aujourd'hui l'ONU et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Là aussi, une approche collective est indispensable. La France et ses partenaires sont engagés pour appréhender cette nouvelle réalité sous l'angle du droit international et des normes de comportement. Et dans ce domaine, nous devons penser, agilité, initiative, les conditions d'une nouvelle forme de stabilité stratégique et définir clairement nos intérêts de sécurité, nos intérêts économiques, mais aussi en termes de préservation du pluralisme et de défense de nos institutions démocratiques, et trouver les équilibres en la matière. C'est pourquoi, à la demande du Premier ministre, je présenterai à l'automne une stratégie internationale numérique pour la France, en me fondant sur l'excellent travail réalisé par David Martineau en lien avec l'ensemble des services concernés. David Martineau, ancien porte-parole de l'Élysée, À partir de là, ambassadeur de France à Washington. dans ce Non, champ nouveau, non, pas à Washington, où les on l'a enjeux vu. sont multiples et de types différents, nous devrons bâtir je sais plus où il est passé Martineau. et convaincre non seulement les États, mais aussi les entreprises et l'ensemble des acteurs privés, y compris associatifs. Pour mener à bien chacun de ces chantiers, il faut que la France soit elle-même exemplaire, fidèle à ses valeurs et respectueuse des engagements qu'elle prend auprès de chacun de nos partenaires. Et c'est en cet esprit que je conduirai avec conviction l'action de la France dans le domaine des droits de l'homme. La France agira parce que telle est sa vocation. Aucun ordre stable ne peut être fondé sur l'injustice. Je renforcerai aussi notre action humanitaire dans un contexte où les violences contre les populations civiles s'exacerbent. 128 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire immédiate à travers le monde. Et c'est parce qu'elle est consciente de la nécessité de travailler plus efficacement avec les acteurs locaux, au plus près du terrain, que la France adhérera prochainement au grand bargain Il n'a pas et encore, aux engagements qui en découlent. il a pas encore parlé d'aide de développement. Des ONG locales. Enfin, si, entre les lignes. attentes Ouais. À l'égard de notre pays comme partenaire du développement sont également grandes. Ah bah voilà. Les défis seront multiples au cours des 5 prochaines années. Notre voix sera attendue sur nombre de sujets qui nécessitent que nous disposions de moyens nécessaires à notre action sans recourir obligatoirement aux financements multilatéraux et sans nous abriter obligatoirement derrière d'autres États européens qui disposent de moyens plus conséquents. Je pense d'abord à la mise en œuvre de l'accord de Paris. Ensuite, il y a nos engagements de longue date dans le domaine de la santé. Nous sommes le 2e contributeur au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. C'est enfin l'éducation, accélérateur de développement, qui mérite un traitement particulier, y compris pour faciliter l'accès des filles et des adolescentes à une éducation de qualité jusqu'à la fin du secondaire. Pour financer
ces priorités, le président de la République et le Premier ministre ce matin, vous l'avez entendu, a confirmé l'objectif d'une APD représentant 0,55% du PIB. Aide publique au développement. La France s'est engagée à augmenter son aide publique au développement pour le maintenir à un niveau au moins équivalent à celui de nos voisins. En 2022. 0,5% du PIB. En tenant compte des hypothèses de croissance actuelles. Je décline les engagements. Une telle augmentation constitue en soi un enjeu. Et je sais pouvoir compter sur l'expertise de la Direction générale de la mondialisation et de la Direction générale de l'administration pour construire rapidement un scénario pertinent de montée en puissance. C'est balèze comme titre, ça, la Direction générale de la mondialisation. Au Quai d'Orsay, il y a une direction générale de la mondialisation. Notre politique étrangère sera d'autant plus efficace que nous aurons pris toutes les mesures nécessaires au redressement de notre pays, à la revitalisation de son économie et au déploiement de tous ses talents. Le Premier ministre vous l'a dit ce matin, notre programme de réforme est un programme de transformation. Vous aurez à le relayer à l'étranger pour que l'image de notre pays évolue et qu'il devienne connu non seulement pour sa qualité de vie, mais aussi pour son excellence dans l'industrie et les services, mais aussi pour qu'il soit enfin vu. Merci. Pour qu'il soit enfin vu comme un pays où l'on entreprend, où l'on innove, comme un pays dynamique, comme un pays créatif. Vous devrez donc jouer pleinement votre rôle dans la politique d'attractivité de la France. Nous avons une image à défendre et vous devez en être les relais. Voilà, ça c'est la suite du discours de ce matin que vous avez vécu sur Acropolis. Une responsabilité Et ça va particulière dans la continuité de ce qu'on a entendu mardi objectifs du avec Karine gouvernement. Rispal. Comme vous le savez, notre ministère a la charge de deux autres politiques importantes pour l'économie de notre pays, le commerce extérieur d'une part, Et le tourisme. le tourisme d'autre part. Dans notre monde globalisé, l'attractivité est essentielle. Elle exige que nous ayons une diplomatie économique ambitieuse et cohérente, capable de porter les intérêts de nos entreprises, capable aussi d'intégrer pleinement les enjeux économiques dans l'analyse des situations stratégiques. Et dans ce but, notre premier objectif est de faciliter l'accès de nos entreprises aux marchés internationaux. Les chiffres parlent d'eux-mêmes pour mesurer notre marge de progression. Aujourd'hui, seulement 125 000 de nos entreprises sont présentes à l'exportation. Mon objectif est que 200 000 de nos entreprises soient exportatrices en 2022 en partant à la conquête de nouveaux marchés en Afrique, en Asie, en Amérique latine, là où se trouve l'avenir de la croissance mondiale. Et pour cela, il faut une méthode. Parce qu'on ne peut pas dire que ça va quand notre déficit de biens et services s'accroît année après année. Donc il faut changer des choses. Une méthode qui conjugue la simplicité et l'efficacité. L'exigence de simplicité, c'est de la volonté de définir clairement un objectif. Pardon. Une action unifiée, un acteur chef de file. Ça commence à devenir dur là, Cela avec ce qu'on a fait ce matin, ce midi. fonctionne encore trop souvent en silo. C'est la méthode des équipes France. Je l'ai expérimenté avec un certain succès. Mais t'en fais pas d'Aegin quand... Ah ouais, ils veulent presque doubler l'exportation, c'est bourrin, mais t'en fais pas, parce que quand Acropolis exportera, là tu peux être sûr que le commerce extérieur va exploser. À nous tout seuls, on va porter une grande partie de l'effort d'augmentation de. Alors on est l'entreprise de demain parce qu'on n'a aucun coût salarial, et par contre on vend... Startup Nation, tu sais. Voilà. Non, non, mais bon, parce que le MEDEF n'a jamais réussi à le faire, nous on le fait. C'est pas Sylvain qui me contredira. Unifié, organisé autour d'un guichet unique régional au départ, une seule adresse, un seul repère. Je verrai dans quelques jours l'ensemble des présidents de région pour en parler, et d'un guichet unique dans le pays d'arrivée. Guichet placé sous votre responsabilité. Ok, donc quand tu veux exporter, tu pourras aller voir ton conseil régional, il y aura un guichet unique qui s'occupera avec toi de ton exportation. Et dans le pays d'accueil, l'ambassade sera aussi le guichet d'accueil pour faciliter tes relations. Okay. Non, vous avez aussi un rôle une réflexion dans la promotion de l'attractivité de intéressante en matière économique. Nous visons 2000 projets d'investissement nouveaux sur notre territoire en 2020.
Il vous incombe, Salut Hermès, Avec ça a les services commencé il y a 1 heure. Bah, le discours en lui-même, plutôt 40-50 minutes. avec Business France, mais sous votre responsabilité, d'expliquer aux investisseurs. Business France, c'est l'agence étatique chargée de vendre, Et pour chaque grand investissement productif, vendre la France à l'étranger, le business, on quoi. souhaite que soit mise en place. On veut exporter Sylvain. Oui, Fanny. Et sur le tourisme, C'est comme les rafales, il n'y a pas grand monde qui veut en acheter. Attends, sur le... faisons simple. C'est de la haute technologie. Travaillons avec l'ensemble des professionnels, mais ayons aussi des objectifs ambitieux. Le président de la République l'a rappelé, 100 millions de touristes internationaux et 50 milliards de dépenses des touristes en France à l'horizon 2020. Pour les atteindre, il faut la pleine mobilisation du réseau en lien avec l'opérateur Atout France. Et je vous invite à aller au contact des acteurs locaux du tourisme et de promouvoir la destination France par des événements réguliers dans sa diversité géographique et dans la richesse de son savoir-faire. J'ai évoqué le retour des politiques de puissance. Cette réalité, et nous l'éprouvons aussi de plus en plus, sur le terrain de l'influence est essentielle. Notre pays est certes attendu, il a des soutiens partout dans le monde, mais de nombreux pays ont décidé de livrer avant nous, parfois même contre nous, la bataille de l'influence. En ouvrant des centres culturels, en multipliant les programmes de bourse, en faisant valoir leur propre conception du monde, ils développent et consolident une puissance. Oh, ça, à mon avis, c'est pour la Russie. qui laisse une empreinte Parce que quand la Russie claque de l'argent pour Russia Today avec 150 journalistes à Paris, c'est une lutte d'influence, on va pas se mentir. C'est une influence, effectivement. Mais il y a aussi, surtout, notre propre influence qui se trouve d'abord dans vos mains en tant que chef de poste. On a raison de dire que la diplomatie d'influence est au cœur de notre politique étrangère. Encore faut-il savoir pourquoi. Elle est davantage qu'une priorité sectorielle parmi d'autres, comme la résolution des crises ou la diplomatie économique. Elle est un moyen indispensable au service de l'ensemble des priorités que j'ai évoquées. Car c'est en s'adressant aux opinions publiques, en leur faisant aimer la France, en obtenant leur adhésion que nous offrirons un terrain privilégié à la négociation diplomatique. La diplomatie d'influence a donc une vision globale. Elle se nourrit d'actions précises, mais dans une visée globale. Elle se nourrit d'actions précises à partir de leviers qui sont... Très important, la diplomatie d'influence. Hein. Et dans lesquels notre... C'est ce qui fait qu'on viendra vous parler, c'est ce qui fait que vous serez légitime à parler sur tel dossier, c'est tout ça. C'est ce qui vous permettra d'avoir des alliés dans des instances multilatérales pour avoir leur vote. Elle n'est Typiquement à l'ONU. de notre identité, de notre culture, elle est ce qui relie la France au monde entier. Je pense à tous les pays francophones qui la partagent avec nous. Je pense aussi à tous ceux qui, en apprenant notre langue, en la pratiquant, qu'ils soient étudiants, touristes, entrepreneurs, se rapprochent ainsi de notre pays dans l'aventure d'un universel partagé qui ne se vit pas comme exclusif, mais bien au contraire comme un facteur de diversité culturelle et de promotion des échanges dans tous les domaines. On évoque souvent des projections démographiques à l'horizon de 2050 qui nous conduiraient à une augmentation un peu mécanique du nombre de locuteurs francophones, mais mieux que quiconque, vous savez combien ces grands chiffres dissimulent des réalités plus contrastées. Il faut donc nous mobiliser pour que la langue française soit un instrument toujours plus actif du rayonnement comme de l'attractivité de la France. Beaucoup de choses sont déjà faites, mais je crois que beaucoup reste encore à faire, en particulier pour décloisonner la francophonie. Aujourd'hui, le mot francophonie est parfois perçu négativement et dans le meilleur des cas, il n'est pas compris. Dans le pire, il rebute, alors même qu'il recouvre une opportunité majeure pour l'inscription de notre pays dans les nouveaux équilibres du monde. La francophonie est politique avec l'OIF et les nombreuses Organisation internationale de la francophonie. et culturelles. Combien de personnes parlent le français dans le monde? Attends, je retrouve le chiffre. Le concours de l'AEFE qui conjugue Plusieurs centaines. 274 millions. une mission d'influence que nous défendons en ce moment même avec ardeur. Elle est 4% de la population mondiale. La francophonie est donc globale. Et d'ici 2050, avec la croissance démographique en Afrique, on devrait arriver à la troisième langue parlée dans le monde. Et je On connais me la- corrige, on ne sait jamais, mais grosso modo, il me semblait que c'était à peu près cet ordre de grandeur-là.
Au-delà de la promotion du français dans le monde, je tenais aussi à partager avec vous ma conviction selon laquelle notre ministère est l'un des grands acteurs culturels de l'État. C'est d'ailleurs ce qui justifie le pilotage du réseau par notre ministère, avec bien sûr l'appui de nos opérateurs, notamment l'Institut français, dont je suis heureux de saluer le nouveau président Pierre Buller. J'aurai l'occasion de revenir sur ces enjeux dans les mois qui viennent, mais j'ai souhaité faire du renouvellement de notre matrice d'influence l'un des grands chantiers de ma feuille de route. Pour préparer notre ministère et donc notre pays à relever les grands défis internationaux qui nous attendent dans le futur, c'est une démarche fondamentale, parce qu'elle concerne encore une fois le socle de la matrice d'influence que nous entreprenons. Et d'ores et déjà, j'entrevois 2 chantiers évidents, pour lesquels je n'ai pas la réponse. Le rapprochement de l'Institut français et de la Fondation Alliance française, annoncé par le Président de la République, ouais. Et la mobilisation que je souhaite massive des outils numériques qui nous offrent des opportunités considérables de diffusion de notre culture et de notre langue. Je veux insister sur le rôle qui est le vôtre pour faire vivre cette diplomatie d'influence et notamment pour contribuer vous-même à la bataille des idées et des représentations, pour défendre nos propres conceptions en étant présents dans les lieux de débat de vos pays respectifs. Il y a là un enjeu majeur, bien identifié dans le rapport d'Yves Saint-Jour, dont je veux tirer les conclusions avec le CAPS. Je vous invite d'ores et déjà à vous en saisir, en n'hésitant pas à associer vos collaborateurs à cette démarche. Attends, on en a entendu parler toute la semaine, je sais pas, je retiens pas. Se mesure certes au fait d'être entendu, mais elle se mesure aussi à la capacité à écouter. Vos postes doivent être ouverts aux idées du monde entier pour sortir du confort des certitudes acquises et des manières habituelles de penser, pour être sensibles aux dynamiques sociales à l'œuvre dans vos pays de résidence. Avec la COP21, le monde aura de nouveau, je l'espère, rendez-vous à Paris en 2024. Les Jeux Olympiques, ouais. Je le rappelle. Non mais là, ça va faire pas mal de rendez-vous d'ici les prochaines années. Internationaux, oui. Où la France et Paris notamment vont... La formidable équipe du comité de candidature. Ça va être un petit peu le centre de gravité, quoi. Certains de ces représentants sont présents parmi nous. Je sais qu'il ne faut pas dire que c'est gagné, donc c'est pas gagné. Mais on peut déjà féliciter le travail remarquable qui a été réalisé. Et la perspective des Jeux Olympiques, mais aussi la candidature à venir de Saclay à l'exposition universelle 2025, ce sont des occasions. Le plateau de Saclay, près de Paris, effectivement, est candidat pour accueillir l'exposition universelle. Les idées du monde. En 2025, un an après les JO, putain. Et puis la France est aussi candidate, je crois, pour accueillir le mondial de rugby, il me semble. C'est diverses de notre temps, des pensées bien moins homogènes. Ah, il va y avoir de l'animation dans la région pendant les prochaines années. Mesdames les ambassadrices, messieurs les ambassadeurs, pour faire tout cela, c'est beaucoup, il nous faut non seulement du talent et du dévouement, mais aussi des moyens. Nous le savons tous. Une diplomatie sans vision stratégique est aveugle, mais une diplomatie sans moyens est impuissante. Notre ministère prend bien sûr sa part des efforts nécessaires à la maîtrise des dépenses publiques. Il l'a fait en 2017 avec d'autant plus d'abnégation que nous savons tous parfaitement que notre crédibilité en Europe et dans le monde est étroitement liée à notre capacité de respecter nos engagements, notamment sur la question des déficits publics. Même le président de la République vous l'a dit. Allez, on reprend exactement ce qu'avait dit Emmanuel Macron. Si on n'est pas capable de respecter les 3% qu'on s'est engagé de déficit public annuel, on n'est pas capable d'avoir une voix qui porte dans le monde. Comme la nécessité de maîtriser nos dépenses impose un pilotage stratégique de notre action pour la rendre plus efficace. Je m'y attacherai moi-même en réunissant 2 fois par mois un comité exécutif que j'ai créé à mon arrivée pour réunir autour de moi les 2 ministres, le secrétaire général, l'inspectrice générale et les 3 directeurs généraux, et en tant que de besoin, les directeurs ou chefs de service concernés par l'ordre du jour. Sachez aussi que je suis attaché, comme le président de la République, à l'universalité de notre réseau diplomatique, car il nous permet de développer une stratégie globale et d'en assurer la parfaite adéquation à nos moyens. J'insiste en outre sur le service que ce réseau nous permet de rendre avec efficacité à nos compatriotes de l'étranger. Il est fondamental. La sécurité et la protection des communautés françaises à l'étranger est notamment un enjeu majeur.
nos outils de veille. Sachez, oui, voilà, qu'une Et notre mission politique très de importante gestion de crise du ministère, ont maintenant c'est un aussi exemple font la preuve de leur veiller sur tous les efficacité Français à qui chaque fois sont que nécessaire. Encore récemment, expatriés à l'étranger après les attentats de et, Barcelone, ou nous même revenons qui de Londres. sont en vacances. Mais encore une fois, voilà, il y a cette Merci, mission de ici, protection des personnellement, communautés pour françaises l'ensemble partout des crises, comme les dans le volontaires de monde, la Croix-Rouge, avec notamment ce pour leur engagement et pour leur service site du remarquable ministère qui demande permet à nos de compatriotes vous donner une évaluation du pays dans lequel vous allez vous rendre en vacances ou vous comptez vous expatrier. Et vous pouvez prévenir le ministère pour lui dire si je suis pas revenu d'ici de 15 jours, Inquiétez-vous. vous pouvez commencer à vous inquiéter. Votre forte implication, comme celle de l'ensemble de l'administration. tous les pays ne font pas ça. Bien, ces évolutions qui doivent nous permettre d'atteindre la cible de 25% de nos effectifs dans les grands pays émergents du G20. Par ailleurs, je voulais vous annoncer que j'ai décidé de relancer notre projet immobilier de rénovation et de modernisation du Quai d'Orsay. Ah, Changera profondément l'image de notre maison, transformera ses méthodes et améliorera les conditions de travail comme la sécurité des agents. 4 architectes de renommée internationale sont en compétition. alors ouais, on voulait pas te le dire, Jean-Yves, mais c'est vrai que l'isolation qui est d'Orsay, pour un pays qui promeut la COP 21, l'accord de Paris, tout ça, enfin, Et on claque du chauffage tous les hivers, putain. putain, tu peux pas remettre un prix de l'ambassade verte à un de tes Alors que collègues. le Quai d'Orsay, c'est Et putain que le Quai d'Orsay, lui, c'est Ministère, là, un bilan carbone assez problématique. Non, tu peux pas, il y a une contradiction. Le projet de dématérialisation le plus ambitieux de l'État. La digitalisation devrait être amplifiée pour en exploiter tout le potentiel. De façon générale, je souhaite que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères continue de participer activement au grand chantier de transformation de l'action publique annoncé par le président de la République, comme il l'a toujours fait lors des précédents exercices de réforme de l'État. Et je veillerai à ce que la politique des ressources humaines soit en pleine concertation avec les organisations syndicales, mise en œuvre dans la cohérence et permette d'assurer la validité des parcours, la sécurité des parcours professionnels. Je serai là aussi, comme je l'ai été au ministère de la Défense, particulièrement vigilant à ce que les enjeux de parité et de diversité des profils soient pleinement pris en compte. Et je sais que On rappelle que 24% des ambassadeurs sont des femmes. Je Oui, crois que c'était ça, c'était 24, ça. 25%, un quart à peu près. Le chiffre que nous avait donné Ce qui est relativement peu, parce qu'on n'est pas encore à 50%, mais ce qui est énorme par rapport à il y a encore quelques années, où c'est un réseau traditionnellement très masculin. Si l'Assemblée nationale, on s'est longtemps plaint qu'elle n'était pas assez féminisée, ça va beaucoup mieux depuis la dernière législature. Il y a encore du chemin, mais voilà. Par contre, oui, comme tu le dis, le réseau des réseau diplomates et ambassadeurs était encore plus masculin que l'Assemblée nationale. sur le terrain, par vos analyses, par votre correspondance diplomatique, vous êtes à l'avant-poste Du fait aussi que, de la fonction de connaissance contrairement en plus et à un député, d'anticipation comme nous l'avait expliqué Madame Rispal, c'est que être ambassadeur, c'est une vie de famille, une vie personnelle très compliquée, Ouais. et c'est encore moins évident à travers le monde. pour une femme. Ensuite, vous êtes les Comme défenseurs carrière. déterminés des intérêts de la France. C'est votre seconde mission, une mission d'action. Elle est d'autant plus exigeante à mener qu'elle s'inscrit plus que jamais dans un cadre interministériel. Et en effet, vous êtes appelés de plus en plus à être les assembleurs de stratégies complexes, réunissant une grande diversité d'acteurs étatiques et non étatiques pour traiter les enjeux de la nouvelle diplomatie dans une grande variété de secteurs clés pour la mondialisation. À cet égard, votre réussite ne peut être que collective. Vous êtes des chefs d'équipe. Vous avez comme tel une responsabilité singulière vis-à-vis de ceux qui travaillent avec vous. C'est une exigence de solidarité qui vous anime, de même qu'une exigence d'exemplarité car vous représentez la France. Par ailleurs, je mesure l'honneur qui m'est fait de conduire la diplomatie de notre pays. Cette diplomatie qui s'illustre depuis des siècles au service des intérêts de la nation et de la protection des Françaises et des Français. Notre responsabilité commune est à la mesure des temps incertains que nous vivons. Je ne doute pas de votre engagement dans l'accomplissement de la tâche qui vous est confiée. Vous pouvez être assuré de ma mobilisation de chaque instant à la tête de notre diplomatie. Merci. Voilà le ministre Jean-Yves Le Drian qui conclut son discours à l'adresse des ambassadeurs en clôture de cette semaine des ambassadeurs, la première semaine des ambassadeurs de Jean-Yves Le Drian en tant que ministre.
qui voilà, a remis d'abord le prix de l'ambassade verte, mais ça c'était anecdotique. Il s'est ensuite lancé dans un long discours sur l'état du monde et sur la place de la France dans le monde. Il a décliné un certain nombre de choses qu'on a déjà entendues au cours de cette semaine de la bouche du président de la République, du Premier ministre Édouard Philippe, notamment ce matin, voilà, sur le rayonnement de la France à travers le monde grâce au réseau diplomatique. On a entendu Jean-Yves Le Drian rappeler les grandes priorités de la France dans le monde, son indépendance, son attachement au multilatéralisme. Il a tracé une feuille de route aussi. Il a tracé une feuille de route assez complète. Il a été très complet, il a été assez long. Il a pris le temps de parler avec ses ambassadeurs, de leur donner grosso modo des consignes, de leur rappeler leur importance pour la France, etc. Machin. Donc voilà, c'était assez intéressant comme discours, même si très dense et un petit peu long à suivre. Et ça vient conclure donc cette semaine des ambassadeurs qui aura été pour la première fois sur Acropolis. En plus, non mais voilà, c'était la dernière mission de la semaine des ambassadeurs. Alors évidemment, on va continuer à suivre tout ça avec beaucoup d'intérêt au cours de cette année politique qui s'annonce chargée, notamment sur le plan international. Je sais pas ce que tu peux en dire, toi, du discours de Jean-Yves Le Drian là. Et encore une fois, voilà, moi je reviendrai juste sur la ligne qu'il a tracée, mais qui avait déjà été un petit peu mise en place au cours des derniers mois depuis l'élection d'Emmanuel Macron, et avec certaines continuités par rapport à François Hollande, à savoir que il y a d'abord la volonté de... Enfin, il a été... Voilà, comme tu dis, il est imparti un peu dans tout... Il a été très complet. À savoir donc le problème syrien, la question du multilatéralisme, que la France doit parler à tout le monde, qu'elle doit défendre les principes de sécurité collective, donc à l'ONU, elle doit prendre une part importante à l'ONU, elle doit défendre aussi, donc si elle défend la sécurité collective, elle doit aussi en défendre les différents régimes de non-prolifération, donc tout ce qui va être armes de destruction massive, armes nucléaires, armes chimiques, en faisant référence aux événements de cette année, à savoir la Corée, la Syrie, d'aider les pays du Sahel à assurer leur propre sécurité dans une région qui est très complexe, à savoir le Sahara, avec notamment toute la complexité inhérente au fait que le Sahara est divisé entre plusieurs pays d'influence. La question du financement de cette force commune, qui, si elle était financée, si elle a été mise en place, pourrait permettre à la France de se désengager au niveau de l'opération Barkhane. Quand je dis désengager, c'est-à-dire de retirer les troupes combattantes, de ne laisser que les formateurs, et de continuer à soutenir les troupes locales par du renseignement, de la formation, du ravitaillement. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Il y a ensuite tout ce qui va être... Les ambassadeurs doivent être des agents de la diplomatie économique, du tourisme, qui sont là pour vendre l'image de la France, qui sont là pour mener une diplomatie d'influence, pour défendre la vision du monde de la France. Mais ça, c'est normal que chaque pays a sa vision du monde. Donc voilà à peu près une... Ouais, une des phrases les plus importantes, c'est « je prends acte de la complexité du monde ». Voilà, c'est un petit peu ce que t'expliquais longuement en introduction. Voilà, dans un monde qui bouge de plus en plus et qui est extrêmement incertain, la France a une voix particulière à faire résonner. Voilà, c'est un peu le message qu'a voulu faire passer Jean-Yves Le Drian en paraphrasant presque le président de la République, mais c'est assez normal. Voilà, on gardera une oreille très attentive à ce que dira Jean-Yves Le Drian dans les prochaines émissions. On le retrouvera sur Acropolis, notamment à l'Assemblée nationale, puisqu'en tant que ministre, il rend des comptes aux députés. Donc dans les questions au gouvernement, il sera là pour décliner ce qu'il vient de dire dans l'actualité, au fur et à mesure que les députés lui poseront des questions. Quand est-ce qu'on te retrouve, Alexandre, la communauté de l'ONU ? Normalement, si tout va bien, fin septembre pour la rentrée des classes des Nations Unies, quasiment, puisque ça va être l'Assemblée Générale. Donc, où pendant quelques jours, en fait, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, vont se défiler les chefs d'État et de gouvernement qui vont faire un discours pour présenter à peu près leur vision du monde, leur vision des Nations Unies et des enjeux, voilà, un peu ce que vient de faire le Drian. Et savoir notamment que ça va être intéressant, puisque nous allons avoir la première fois de Trump à la tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies, et ça je sens que
À défaut d'être pertinent, ça sera drôle, mais ça sera aussi Non, très ce sera intéressant. à hyper écouter. intéressant, évidemment. Quoi qu'il dise, ça va être Quoi intéressant. qu'il dise, non mais évidemment, mais quand je dis que c'est pas être pertinent, c'est-à-dire que malheureusement Trump manque de pertinence, c'est-à-dire qu'il ne veut pas voir la complexité du monde, parce qu'il a une vision des fois un peu simpliste. Sauf que là, quand t'as en face de toi les chefs d'État du monde entier, c'est compliqué Voilà. de simplifier le monde. Mais Non, mais du coup, ça va être intéressant. ça Enfin, sera pas le premier original qu'on aura à parler aux Nations Unies. Donc voilà, on aura donc ça on l'écoutera particulièrement, ce sera aussi la première fois de Macron. de Macron, Theresa May qui parlera aussi à l'Assemblée Générale. la première ministre C'est britannique. pas la première fois, je crois qu'elle avait parlé l'année dernière, mais ce qui sera important, c'est que là, on est en plein contexte du Brexit, les négociations ont été lancées, etc. Et ça va pas forcément être simple. Ce serait intéressant justement de voir la position du Royaume-Uni, parce que si Ben le oui. Royaume-Uni sort de l'Europe, il va en sortir affaibli. Si jamais il y avait un référendum écossais, que le Royaume-Uni se disloquait, ouais. eh ben, la place du Royaume-Uni au Conseil de sécurité en serait remise en question. Voilà, donc il y a tout cet enjeu-là sur le Brexit. Bon, c'est dans le pire des scénarios, mais encore une fois, c'est très important. Et va enfin, Écoute, après, on entendra Poutine aussi, pareil. Poutine nous parlait et Poutine. qui c'est qu'il y a oui, il y aura des beaucoup de choses à nous élections dire. fédérales allemandes qui seront Ouais. en même temps que ça. Putain. Alors, ce sera peut-être la dernière de Merkel ou ce sera peut-être la première du nouveau chancelier, si c'est pas Merkel. Donc voilà. Voilà, donc en tout cas ça va être passionnant, ce sera fin septembre, on vous tiendra au courant évidemment. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette émission et plus globalement les émissions qu'on a faites au cours de la semaine des ambassadeurs. On était très contents de faire cette rentrée politique internationale avec vous et à cette occasion de la semaine des ambassadeurs. On a fait beaucoup de choses nouvelles à Acropolis, on est très contents de l'avoir fait. Merci d'avoir été fidèles, merci de nous avoir dit ce que vous en avez pensé et on continuera à faire ce genre d'opération et de se greffer sur des événements comme ça pour mettre un coup de projecteur sur un domaine particulier de l'action politique. Merci Alexandre pour tous tes éclairages, merci Avec Sylvain à la régie, merci à vous, merci à celles et à ceux qui s'occupent de la modération du Modération. chat. Merci à vous, pensez à vous abonner à la chaîne Acropolis sur YouTube et sur Twitch. On se retrouve sur Acropolis Replay, vous retrouverez cette vidéo en replay comme toutes les vidéos. Et je vous dis à très bientôt, suivez la programmation, à plus. À plus.